Il n'y a jamais aucun montage, il n'y a jamais aucune coupure, sauf si la personne me demande. D'accord. Une fois, j'avais fait un truc, une discussion avec Véronique, ou avec d'autres amis, avec ce truc, et dit ça, j'aimerais que tu enlèves au moment où on a parlé de ça, parce que c'est pas avoir de problème avec telle personne, etc. Voilà. C'est les seuls cas dans lesquels je fais des coupures, sinon il n'y a aucun montage, il n'y a rien. Okay. Alors, ce que je vous propose, donc d'abord, nous sommes aujourd'hui le 4 juin 2007. Voilà, Éric Marty, vous venez de sortir un livre dont nous allons abondamment parler chez Gallimard Intime, qui s'appelle Une querelle avec Alain Badiou, philosophe. Je vous propose que l'ensemble du dialogue soit placé sous le signe, vous me dites c'est un titre provisoire que j'ai trouvé, une thématique provisoire, c'est, on pourrait appeler ça, les philosophes français et la question juive. Très bien. Pour éviter l'antisémitisme voilà. Qui est à l'intérieur, vous voyez. On comprend parfaitement, c'est un très bon titre. Voilà. Donc, et à l'intérieur de ça, on va parler évidemment abondamment de votre livre et de votre polémique avec Alain Badiou, parce que c'est devenu une vraie polémique qui vous a répondu, etc. Écoutez, par quoi voulez-vous qu'on commence? Soit par le... Moi, je pense qu'on peut peut-être commencer par ce quoi commencent toujours ces questions-là, oui. À savoir l'accusation de crime, c'est-à-dire que le fait qu'on accuse le sujet juif d'être criminel. Oui. Il me semble que tout commence toujours par là, sur la même histoire. Et effectivement, moi, ce qui m'avait le plus frappé dans le Badiou, c'est pas tellement ces théories à la Nora sur les prédicats juifs, etc. Oui. Qui ont été réunis, disons-le, parce que oui, il faut en parler. Dans son livre, c'est ça qui a déclenché votre livre. Absolument. Hein. Il publie en 2005 un livre qui s'appelle Circonstance 3, avec un titre très bizarre, Portée du mot juif. Un titre, je ne comprends pas tout à fait le sens du mot portée ici. Oui. Il y aura une sens à donner, mais non. C'est une sorte d'ajout de textes de toutes sortes qui n'ont pas depuis 20 ans. Mais en plus, avec à la fin un texte d'une femme qui s'appelle Cécile Winter, qui a un titre très clair par contre, qui est signifiant maître des nouveaux ariens. Ce sont les juifs c'est le mot juif qui est pour elle le signifiant maître des nouveaux ariens, autrement dit le non-juif tel qu'il se pratique aujourd'hui, par exemple, par l'État d'Israël, en Israël par exemple, ou parmi des juifs qui se disent juifs, eh bien c'est devenu, effectivement, ce sont les nouveaux ariens et leur non-juif et leur signifiant maître. Donc ça, on peut en parler, presque sur la construction même du livre, qui est très très bizarre, très louche, me semble-t-il, très louche. Mais je pense qu'avec une partie, on est d'accord, vous et moi, moi je me sens proprement délirante. Voilà, dans l'argumentation. Voilà, qui n'est jamais d'un antisémitisme absolument vulgaire, mais dans votre livre à vous, alors que vous avez fait un mauvais procès dans la presse, vous n'avez jamais parlé d'un. Au contraire, vous dites que c'est un non-antisémitisme, vous développez un peu ce... On en parlera, ça aussi. Non, on va en parler, voilà. Donc, mais commençons peut-être par cette idée quand même qu'il y a une accusation de meurtre. Il me semble qu'il ne peut pas y avoir un rapport négatif au mot juif sans que cette idée qu'il y ait un meurtre ne soit là. Parce que, ou alors, bon, ce sont des propos sans intérêt, enfin, mais quand ça prend une force, quand ça prend une cohérence, quand c'est un système, c'est qu'il y a quand même au départ toujours la même chose, l'accusation de meurtre, et l'accusation de meurtre, elle est effectivement prononcée de manière très claire par Badiou. C'est dans le premier chapitre de son livre, et c'est une accusation de meurtre qui n'est pas une accusation de dérapage circonstanciel lié à un événement précis. Non, alors il explique qu'en fait, le non-juif est en train de se perdre, que l'État d'Israël... Le nom NOM. Le nom NOM voilà. Est en train de se perdre, de se détruire par la politique de l'État d'Israël, et qu'il y a une menace sur le non-juif, et cette menace, elle est le fait de l'État d'Israël, qui est un État antisémite, comme on va le voir. Selon lui. Il dit donc que la dernière séquence de l'État, de cette politique, donc il dit, porte à son comble cette menace contre le non-juif. Car, dit-il, vient y rôder l'achèvement de l'inversion du sens, qui serait le projet d'un génocide des Palestiniens. Donc l'inversion du sens du non-juif culminerait dans ce projet d'un génocide des Palestiniens. Donc l'accusation d'un projet de génocide, encore ça reste théorique, mais non, là, ce qui suit est une accusation réelle, indicatif présent, sans conditionnel, d'un meurtre en train de se faire. Donc il ajoute déjà la volonté de les disperser à tout prix, les Palestiniens, de les chasser toujours plus loin, de les anéantir en toute occasion, de tirer sur leurs enfants, est affiché, mené avec esprit de système. Donc il y a bien non seulement un projet génocidaire, mais il y a une politique systématique de tirer sur les enfants, d'anéantir
les Palestiniens. Donc, il reprend une des vieux arguments clichés antisionistes les plus déchaînés, à savoir que les Juifs en Israël sont devenus les nazis des Palestiniens. c'est ça, absolument. Voilà, ni plus ni moins. Il n'a pas du tout inventé ce truc-là, c'est pas quelque chose qu'on entend, mais mais ce qui est intéressant, c'est quand même c'est que quand on dit, généralement, lorsque les gens disent ça, ils disent ça métaphoriquement, comme une image. Voilà. Alors que là, Badiou détaille. Donc il donne des choses très concrètes. Et donc, effectivement, ce que reprend d'ailleurs le texte de Cécile à la fin, c'est ça, c'est-à-dire les nouveaux Ariens, c'est-à-dire les nouveaux nazis, tout à fait. Dont les Palestiniens étant les nouveaux juifs de ces nouveaux nazis. Tout à fait. Mais alors, bon, ce qui est assez amusant dans le propos, donc la systématisation de meurtre qui est là, qui est toujours là et qui est là chez Badiou. Et ce qui est amusant, c'est que justement, c'est en ça que Badiou n'est pas antisémite, c'est que l'antisémite, il va déduire du crime imaginaire qu'il invente en gros d'un juif, il va en tirer le fait que toute la communauté est criminelle. Badiou, c'est l'inverse, il dit, puisqu'il y a ce crime-là, il faut surtout que l'État d'Israël ne s'appelle plus juif, sinon il y a un risque d'antisémitisme. Autrement dit, pour l'antisémite, le mot juif devient l'objet devient bouc émissaire, criminalité étendue à toute la communauté. Pour Badiou, c'est l'inverse. Le mot juif devient tabou. Il faut le taire pour éviter qu'il y ait cette extension du crime à toute la communauté. Mais ce que, évidemment... en amont, il dit quand même, parce qu'il en arrive à cette idée en effet qu'il faut taire le non-juif, il dit quand même que le non-juif a été d'une certaine manière souillé par la prédication nazie. Voilà. Il l'a transformé en un nom qu'on ne peut plus employer aujourd'hui. Absolument. Comme si avant l'histoire récente, il n'y avait pas eu ni le nom, ni le mot juif, ni l'histoire d'un nom, ni l'histoire de ce nom. Absolument. Et donc, de ceux qui portent ce nom. Voilà, tout à fait. Le bon nom. Voilà. Alors c'est quand même très très surprenant, c'est-à-dire cette idée, au fond, ce que Badiou n'interroge pas, c'est le crime lui-même. Si le crime est mythique, il est normal qu'il provoque l'antisémitisme, puisque, en tant que crime mythique, il est fondamentalement provocateur d'antisémitisme. Donc ce que Badiou devrait interroger, c'est de savoir si ce crime a bien eu lieu, si ce n'est pas lui qui l'invente. Et si sur le fait de l'inventer ou d'y croire, n'est-il pas justement propagateur lui-même d'un risque d'antisémitisme. Donc en disant, il faut effacer le mot juif pour que le crime n'entraîne pas l'antisémitisme, ce que Badiou n'interroge pas, c'est l'invention du crime lui-même, qui, comme je le crois en effet, est toujours à l'origine, à la base de l'antisémitisme, qui n'est pas le cas de Badiou, puisque lui, en effet, va renverser les choses, mais à mon avis, reste dans une logique antisémite, c'est-à-dire qu'il reste dans une logique d'un crime mythique. Puisque bon, c'est comme le crime qu'il décrit là est proprement délirant. C'est-à-dire penser que les Israéliens tirent sur les enfants avec respect de système paraît absolument ignoble. Enfin, ignoble et faux. C'est un génocide, tout simplement. L'idée qu'il y aurait un projet tout à fait politique et militaire d'exterminer l'ensemble de la population palestinienne qui sont en guerre. Et alors ça c'est pas interrogé, et c'est le fait de ne pas, à mon avis, le gros problème de Badiou, c'est qu'il n'interroge pas ce crime, cette accusation. Et qui tout de suite il saute à une conséquence parfaitement mythologique, à savoir que le mot juif risquerait d'être lié à une malédiction, qui risquerait d'être maudit par ce crime. Mais nous sommes dans une pensée totalement mythologique. C'est ça qui est fascinant chez Badiou. C'est que fantasmatique même, on peut dire de sa part. Absolument. C'est-à-dire ce grand philosophe qui prétend quand même à être un grand logicien. Dans ses livres, il y a des pages et des pages de démonstration mathématique. Donc, qui serait bon. Voilà, il y a toute une espèce de mise en scène de Badiou comme grand logicien. Quand on regarde un peu ces textes, on aperçoit que le fonctionnement intellectuel, conceptuel, entre guillemets, est pourtant mythologique presque au sens même que Barthes emploie pour parler de Poujade. C'est-à-dire qu'au fond, si on regarde bien, la pensée de Badiou, ici par exemple, n'est pas profondément différente de celle de Poujade, telle que Barthes la décortique dans la mythologie, si on voit le fonctionnement ici. Alors, justement, ce que vous disiez était tout à fait. On va. Je voudrais peut-être commencer par ces premières thèses sur le mot juif, parce que c'est là qu'il y a la grande innovation un petit peu de sa part. Et après, il rejoint des délires. Vous me dites si vous êtes d'accord. J'ai lu ce livre-là, parce que j'en ai parlé à la fin de Voilà, absolument. Puis dans un entretien avec Aude Lancelin, notre amie commune, vous avez en effet eu l'occasion d'évoquer la question. Je ne sais plus si on a parlé de Badiou dans le Nouvel Obs. Ah oui, je me rappelle. C'est comme ça que j'ai monsieur pensé à vous, c'est en lisant cet entretien, qui était très clair, enfin qui était très on avait parlé de Finkielkraut, qu'on avait évoqué. En tout cas, ce qu'il y a d'assez surprenant en effet dans ce livre, c'est qu'il commence par qualifier, par déterminer quelle était, selon lui,
le prédicat appliqué au mot juif. C'est pour ça, moi, je l'appelle un prédicateur, ensuite, parce qu'il a en effet un côté de prédicateur au sens un peu surexcité du terme, et un peu délirant du terme. Et selon lui, c'est là que je vous laisse résumer sa question, qu'est-ce qu'il entend par le mot juif, comment il distingue le prédicat universel, le prédicat nazi, etc. Voilà, alors bon. Pour qu'on ait les premiers éléments de sa thèse, d'ailleurs vous les résumez très bien du ensuite on va comprendre en quoi, ensuite on peut polémiquer par rapport à ça. Absolument, alors c'est pas. En même temps, alors, en fait, après on verra que c'est un peu plus compliqué que cela parce qu'il y a beaucoup de textes d'époques différentes et parfois il se contredit, comme on le verra. Mais en gros, disons, c'est la thèse qu'il présente en 2005, qui est sa dernière thèse, sa dernière pensée. Au fond, c'est que le mot juif, il a une histoire de prédicat communautaire, c'est-à-dire rien, finalement, quelque chose qui enlève de la... C'est un subjectif, voilà, la manière dont les juifs... Oui, c'est la fable religieuse, il appelle la fable religieuse d'un ton très méprisant, qui ne l'intéresse absolument pas, qui est de l'ordre du mythe, justement, selon lui, et donc qui pose un mythe, justement, de l'exception. Alors, prétendue exception présumée des juifs qui se revendiquent de ce prédicat. Et sa thèse est la suivante, c'est qu'au fond, qui a pensé jusqu'au bout, dans la logique la plus implacable, cette mise en exception de signifiant juif, ce sont les nazis. Ce sont les nazis qui, au fond, ont été jusqu'au bout de la logique de l'exception par l'extermination. Et au fond, pour lui, se dire juif, que ce soit pour, précisément, se défendre comme communauté ou s'identifier, ou être nommé juif par le nazi, au fond, c'est la même chose, c'est un acte de prédication par où on applique un prédicat à un sujet humain qui est donc juif. Donc, il donne même d'une certaine manière plus d'importance et plus de véracité absolument à la prédication nazie, au sens où il la qualifie d'objective, quasiment de réaliste, de réel, et il dit c'est parce que le signifiant juif est maintenant qualifié, est trop connoté par le nazisme, qu'on ne peut plus l'employer. Voilà. Il dit par exemple je ne veux plus employer l'idée d'une question juive, parce que les nazis ont tenté d'y donner une réponse qui était la solution finale. Absolument. Voilà. Donc il se place par rapport aux nazis. Oui, tout à fait. Il se place dans une optique selon laquelle la seule considération pour penser, pour essayer de réfléchir, de philosopher sur la question juive, la seule considération qu'on doit avoir à l'esprit, c'est celle des nazis. Voilà. Ce qui est étrange, là comme... Tout à fait. Alors il y a deux choses à ce niveau-là. Il y a d'une part le fait que se dire juif ou être traité de juif expose au pire. C'est le cite ces mots, hein, c'est page 13. Hein. Oui. Donc la sanctification comme la stigmatisation, c'est la même chose. Oui. Hein. Donc ça c'est la première chose, et donc quand il dit expose au pire, ça signifie, eh bien abstenons-nous. Il faut s'abstenir de ce prédicat, puisque bon, ça n'en parlait pas. Puis le second point que vous soulignez qui est très important en effet, c'est que, au fond, le prédicat juif est sous la régence d'une métaphysique nazie qui en a fait sa chose. Et c'est ce que... Enfin, Cécile Winter est beaucoup plus claire que Badiou parce qu'elle est plus naïve comme ça. Elle dit, bon, au fond, le mot juif, c'est la grande idée de Hitler. Oui. C'est la grande idée d'Hitler. Et effectivement, la grande idée avec un I majuscule, donc c'est vraiment, on voit dans Hitler un grand maître, en effet, d'archétypes idéaux, et qui a fait du mot juif, ça, son idée. Donc c'est ça qui est assez surprenant et qui est très troublant. Qui témoigne déjà, c'est là-dessus, disons, que repose l'ensemble de son argumentation. Et en soi, ça démontre une telle méconnaissance de ce que c'est que l'histoire de ce peuple, de ces gens qui portent ce prédicat. Déjà la volonté de ramener tout du côté de la linguistique et de la pure logique, qui en soi témoigne, selon moi, vous allez dire si vous êtes d'accord, non seulement d'une méconnaissance, mais d'une volonté de déni du fonctionnement même de la pensée juive, qui précisément est une pensée qui s'est élaborée sur plusieurs millénaires, en dehors de la logique aristotélicienne, et dont des gens comme Lévinas ont montré à quel point elle avait une profondeur, une densité, une logique même interne, d'une noblesse au moins égale à celle de la philosophie grecque. Voilà. Là, il n'en tire pas compte, mais il se place par rapport à ça quasiment de manière inconsciente. Commençons comme ça, effectivement, vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire que l'idée que... Je dis ça parce que vous-même, vous revenez plusieurs fois sur certains... L'idée que le mot juif est un prédicat communautaire est absurde. Le mot juif, évidemment, bien au-delà du prédicat communautaire. Il peut éventuellement, pourquoi pas, avoir cette fonction-là. Aussi, bien sûr, c'est l'ordre de la réalité quotidienne, de l'ordre de la praxis humaine, sociale, enfin, oui, il a ce rôle, bien sûr, mais c'est un rôle absolument mineur, et qui, surtout, ne définit en rien le mot juif. Justement, le mot juif, bon, je le définis, moi, comme signifiant, c'est-à-dire comme ce qui excède, précisément, tout
tout un raisonnement de type identitaire ou lui donnant un signifié précis. Et c'est ça que Badiou ne comprend pas et ne veut pas comprendre. Et je crois que le premier, disons, assaut que je mène contre lui, c'est autour justement de la question du signifiant, qui me paraît crucial, et en disant, bon, précisément, que ce qui est très troublant, c'est que le mot juif, non seulement excède en effet toute dimension, tout signifié, tout prédicat identitaire, mais qu'il pose problème même dans sa prononciation, que le mot juif, contrairement à ce qu'il pense, n'a pas qu'une seule prononciation qui serait la prononciation nazie, qui est Youpin, voilà, hein, qui est Yud, qui est la prononciation justement de l'abjection, de l'insulte, du rabaissement, qu'il y a quelque chose d'inouï justement dans le mot juif, comme dans le mot Israël d'ailleurs, hein, qui sont tous les deux des noms propres aussi, puisque juif vient de Judas, on le sait, et qu'Israël est le second nom de Jacob, donc ce sont des noms propres avant d'être noms communs, et que donc il y a en eux quelque chose comme l'appel, comme l'interpellation, comme la nomination, comme la singularité, et en même temps la communauté. Enfin, il y a ne serait-ce que dans ce truc, philologiquement, si on peut dire, dans son histoire même de mots, il y aurait beaucoup à dire. Avec une nuance peut-être à faire, à savoir que le mot juif est un mot de portée purement et seulement historique, par exemple, et non pas, comme dira Heidegger, de portée historiale, alors qu'Israël est un mot qui apparaît dans les textes de la Bible d'une part, le mot juif n'apparaît pas dans la Bible. Le mot juif en tant qu'il désignerait la communauté ou l'être juif, autant qu'il désignerait soit l'appartenance au judaïsme, soit l'appartenance à la judaïcité, comme disait Albert Memmi, c'est-à-dire une telle ou telle communauté juive, ou soit le fait de se reconnaître une certaine judéité, et un être juif. Ça n'apparaît ni dans la pensée juive, on ne tient pas compte de cela, et du coup l'idée même du non-juif et du juif n'apparaissent pas. Dans le Talmud, au maximum, c'est le tel rabbin face à tel empereur romain ou tel soldat romain. C'est jamais la communauté juive dans son ensemble. C'est une conception moderne et historique. Mais évidemment bien antérieure au nazisme. Bien sûr, tout à fait. Ça serait intéressant de parler justement de... Quand il portait du mot juif, il restreint cette portée, en effet, tout à fait polyvalente, à un seul et unique sens, qui serait celui infamant du nazisme. Infamant et mortifère. Ou alors celui complètement banal et misérable de la communauté, c'est-à-dire, je ne sais pas, séfarade. Alors, je veux dire, les petits juifs, parce que lui, il ne parle que des grands juifs. Pour lui, il y a des grands et des petits juifs, donc c'est lui qui décide qui est grand, qui est petit dans l'ordre des juifs. Saint-Paul, on va y revenir, ça, mais peut-être avant juste un mot sur le... C'est son expression des grands juifs, et déjà montre le mépris qu'il a en effet pour tout ce qui n'est pas ces 4 ou 5 non-juifs. Oui, 4 ou 5, parce que c'est... Il n'y en a pas beaucoup, hein. Freud, Spinoza, Trotsky d'ailleurs. Trotsky, oui. Mais donc, c'est le non-juif et Israël. C'est intéressant quand même qu'il y ait ce doublet, parce que ce doublon, ces doubles noms, et effectivement, c'est quelque chose. Le nom d'Israël n'a jamais pu être à ce point, abîmé comme l'a été le mot juif. C'est ça qui est étrange. Il y a une résistance extraordinaire du nom d'Israël à ce travail abject de discrédit du nom, de salissure du nom, de souillure du nom. Hormis de certaine manière depuis la création de l'État d'Israël. Et encore, même depuis, Israël demeure. Le nom d'Israël demeure d'un prestige qui semble difficile à briser. Et j'avais été frappé d'une chose, c'est quand vous savez qu'en 1939, Göring a imposé que tous les juifs allemands, pour les femmes s'appellent Sarah et pour les hommes Israël. Et l'un des ministres a dit, je ne sais plus lequel, oui mais non, Israël c'est trop glorieux, est-ce qu'on peut l'appeler Judas? Bon, finalement ça ne s'est pas fait, mais c'était assez symptomatique du fait que le nom d'Israël était quand même plus protecteur qu'abaissant, que rabaissant. Et donc c'est assez troublant. Alors bien sûr... C'est simple, c'est qu'il apparaît d'abord dans la Bible, et qu'il apparaît ensuite dans le Nouveau Testament. Donc c'est un mot qui est devenu avec une forme de connotation chrétienne, de toute façon. Et puis son sens, celui qui combat Dieu, est un sens quand même qui ne peut que paralyser peut-être les esprits les plus forts. Parce que justement, c'est quand même très troublant, c'est ce nom d'Israël qui est bon. Mais alors... Donc voilà, ce que je voulais dire simplement, c'est qu'en effet, ce qui est intéressant, c'est que Badiou ne prend le nom juif que dans son niveau le plus bas, c'est-à-dire son niveau, au niveau où il a été rabaissé dans la boue des camps. Voilà, donc pourquoi il ne veut pas le ramasser, pourquoi il le laisse au fond aux nazis, et que, en effet, il se débarrasse de ce nom. En même temps, c'est plus compliqué que ça parce qu'il se contredit lui-même, puisque en même temps, il veut sauver aussi le non-juif pour autant que ce non-juif désigne des gens qui auraient rompu avec la communauté, entre guillemets. Par exemple, ces exemples, c'est Saint Paul,
Spinoza, Trotsky, Freud, Marx, enfin Marx, Freud, si on prend l'ordre chronologique, donc 4 ou 5 noms, comme vous disiez, une liste misérable. De noms propres, d'une part une liste très restreinte, et des noms propres dont le point commun, selon lui, est d'avoir atteint l'universel, c'est-à-dire avoir ouvert leur judéité à l'universalisation d'ailleurs, on se demande de quoi, de leur portée révolutionnaire, de leur discours, de leur portée entre Saint-Paul, Freud, Trotsky, Spinoza et je ne sais qui, il n'y a que lui qui voit un rapport. Quoi. Alors, c'est quand même curieux, c'est que Badiou, le grand marxiste, le grand maoïste, par moments prennent l'action chrétienne pour défendre sa thèse. C'est-à-dire que Saint-Paul, en fait, devient peu à peu, de manière assez subreptice, c'est devenu peu à peu son héros. Pour une raison qu'il dit lui-même, c'est que Saint-Paul a déclaré très formellement il n'y a ni juif ni grec. Voilà, Saint-Paul va dans le sens de sa volonté à lui, en effet, d'annihiler toute portée du mot juif. Absolument. Mais bon, quand même, il le dit pas comme Badiou. C'est pas ça que lui définit, c'est pas une portée universelle immédiate. Il ne le dit pas comme Badiou. Il le dit, il y a ni juif ni grec, mais il dit ni juif ni grec dans la mort du Christ. C'est lié à un événement central dont Badiou se moque complètement éperdument, puisqu'il relève de la fable religieuse, justement. Par conséquent, son ni juif ni grec, au fond, celui de Saint-Paul, il est complètement, je dirais, laïcisé de manière la plus ignoble qui soit par Badiou, jusqu'à en faire, au fond, quelque chose de l'ordre de ce que Sartre ridiculisait selon le démocrate. C'est-à-dire que dans Réflexion sur la question juive, qui est un texte que j'aime beaucoup finalement, bon, qui a plein de problèmes, mais qui est un texte très très étrange, qui paraît comme ça en 47, 48, je ne sais plus exactement, qui est un texte très étrange. Bon, il y a la fameuse thèse que tout le monde connaît, c'est l'antisémitisme qui crée le juif, bon, mais ça c'est la première partie. Après cette partie-là, se développe une sorte de phénoménologie du juif qui justement n'est plus celle antisémite, mais du juif authentique. Et à ce moment-là, Sartre défend justement un juif qui s'autorise du non-juif pour exister et qui n'est plus sous le regard aliénant et abject de l'antisémite, qui est celui auquel Badiou réduit le juif. Et donc, au fond, Sartre à ce moment-là dit, au fond, il y a deux types, il y a l'antisémite qui voit dans le juif qu'un juif, et puis il y a le démocrate, qui au fait est Badiou, qui, alors, malheureusement, Sartre appelle ça le démocrate, c'est pas forcément le meilleur terme, mais qui lui voit en juste que l'homme, et qui ne veut pas le voir. Donc, humaniste, on dirait aujourd'hui. Humaniste, voilà. Universaliste. Alors, Sartre dit, en fait le démocrate, finalement, veut sauver le juif en tant qu'homme, mais évidemment, le détruire comme juif. Par conséquent, il n'y a ni juif ni grec, qui chez Saint-Paul est une sorte de procédure liée à une sorte de communion dans le Christ, et qui suppose tout de même un certain rapport je dirais, au théologique, au religieux, à l'incarnation, à la résurrection, etc., à un tas de conséquences que Badiou efface complètement. Eh bien, cette pensée paulinienne, qui est quand même intéressante, eh bien, il l'a réduit, au fond, à la pensée, je dirais, du démocrate, au sens où Flaubert s'est moqué du démocrate, où c'est le petit bourgeois de 48, on est tous pareils. Et c'est une pensée très petite bourgeoise, là encore, que Badiou défend. Une pensée, donc là encore, Barthes aurait pu faire la mythologie, parce que justement, elle est derrière une sorte de sophistication intellectuelle. Elle relève au fond d'une pensée la plus nulle qui soit, c'est-à-dire la pensée du démocrate 48 arts, par exemple, qui, alors, bon, et puis bon, c'est en plus sans compter que... Avec une forme de paternalisme qui serait celui du tiers-mondiste, qu'on voit même plus d'ailleurs aujourd'hui, du genre on est tous frères, qui ne trompe plus personne, qui ne trompe pas plus personne, un peu avisé aujourd'hui, et que lui reprend en effet sous une forme sous une logomachie de déploiement du mathème et d'universalisation du mathème, parce qu'il insiste beaucoup quand même sur son rapport au mathème et à la mathématique, qui en réalité cache en effet cache une pensée très faible, très bas de gamme, très faible, en fond dogmatique bas de gamme, parce que c'est une pensée qui n'est même pas digne d'être une fois qu'on en voit les c'est ça qui est très étonnant. Les contradictions, il n'y a plus grand chose à en faire. Voilà, c'est ça qui est très étonnant, c'est, je dirais, l'extraordinaire, parce qu'il faut quand même connaître une chose, c'est que Badiou, dans sa philosophie, déploie un effort qu'on peut, disons, je sais pas, on peut trouver quand même impressionnant par moments, entre guillemets, de sophistication, de référence, par exemple. Alors il fait des très beaux résumés de telle ou telle thèse, Aristote, Kierkegaard, enfin bon, parfois, c'est un bon prof de philo, un excellent prof de philo, je suppose, il l'a été, mais
à côté de ça, enfin, on s'aperçoit que tout cela, au fond, n'est qu'une machinerie immense qui repose sur, alors soit sur des discours proprement délirants, on va y venir si vous voulez tout à l'heure, mais sinon, qui en droit de se dire, peuvent aboutir aux discours les plus plats. C'est M. Prudhomme, c'est-à-dire qu'au fond, c'est M. Prudhomme, hein, nous sommes tous. Alors, par exemple, sur le concept d'égalité, puisque c'est là-dessus que ça aboutit, cette histoire de il n'y a ni juif ni grec, ni homme ni femme, ça aboutit à l'égalité. Par parenthèse, effectivement, Paul dit il n'y a ni juif ni grec, ni homme ni femme, ni maître ni esclave. Il n'y a ni homme ni femme. Est-ce que Badiou l'assume, ça hein, lui qui, précisément, dans ses nombreux textes sur l'amour, puisque Badiou est un grand philosophe de l'amour. Je dis ça avec ironie parce que c'est la Randoline que Badiou peint sans arrêt, mais enfin, pour moi, c'est pas beaucoup très important. Est-ce qu'il assume il n'y a ni homme ni femme? Je ne le crois pas. Je crois qu'au contraire, dans ses thèses, Badiou assume la position inverse, à savoir qu'il y a un homme et une femme, qu'il n'y a pas possible confusion de l'identité masculine et féminine. Notez quelque chose d'assez drôle d'ailleurs dans votre livre. Je crois que c'est quasiment un lapsus calami où il parle de Cécile Winter au masculin, c'est ça? Si je ne m'abuse pas. C'est sur un passage très intéressant. Voilà. De son propre rapport à elle, à sa virilité, c'est ça? Enfin, une parenthèse, si vous voulez, parce que c'est un thème intéressant. Ça rejoint cette idée qu'en effet, il y aurait une sorte de cécité par rapport à la différence des sexes, voilà, qui ne serait pas sans rapport avec son délire autour du mot juif. Absolument. Alors, il y a ce qui est une, juste pour préciser ça, ce qui est une manie antisémite séculaire, le délire sexuel autour de la personne du juif. La belle juive, les odeurs fétiches du juif, etc. Alors, il y a une chose quand même frappante, c'est que donc, je le disais, ce livre est fait de morceaux de livres antérieurs de Badiou, plus un texte de Cécile Winter, signifiant maître des Nouveaux Ariens. Alors, Cécile Winter est juive, bien sûr. C'est aussi... Il le dit, mais il le dit d'une manière bizarre. Hein, c'est aussi une chose très courante des discours anti-juifs, c'est qu'il y ait toujours un juif qui soit là. Par exemple, notre ami Balibar écrit toujours des textes, il y a toujours un juif qui est là. Alors, je ne sais pas si c'est Lévi de Blond qui le fait, bon. Mais c'est un texte dans le monde, c'est ça? Voilà, un texte dans le monde que je critique dans mon livre aussi à la fin. Mais Balibar ne peut jamais écrire un texte contre Israël sans qu'il prenne le juif de service qui vient. Alors là, c'est une juive, effectivement, c'est Cécile Winter, mais qui est assez particulière puisque Badiou prend 1000 précautions pour la présenter. Alors il dit Cécile Winter entretient avec la question du non-juif un démêlé intime d'une rare violence. Voilà comment Badiou présente. J'aime beaucoup le style de Badiou qui est toujours très emphatique comme ça. Et il ajoute nul doute qu'aux yeux de certains des sacralisateurs de ce nom, elle ne soit l'exemple de ce qu'ils appellent un juif de négation. Voilà, fameux lapsus, parce que évidemment, pourquoi dire un juif? Non, c'est une juive, elle est juive, mais pourquoi bon. Alors il y a ça, et puis il y a surtout le fait que Badiou passe par le discours justement des fameux sacralisateurs du non-juif, on ne sait jamais qui sont ces sacralisateurs du non-juif aux yeux de Badiou, pour pouvoir lui-même, eh bien, appliquer le fameux prédicat juif à Cécile Winter. À quoi ça sert de dire que Cécile Winter est juive? Sinon que sa judéité peut servir précisément de rempart. De caution, voilà. Sinon, soit le prédicat juif est nul, en tant que tel, dans ce cas-là, je ne vois pas pourquoi on dirait que c'est Winter est juif. Vraiment, c'est insupportable de jouer sur les tableaux, de dire à la fois le signifiant juif, le mot juif n'est qu'un prédicat identitaire comme les autres, il faut s'en débarrasser, ça ne sert qu'à créer des rapports de hiérarchie, ça ne sert qu'à... Ou ça met en péril les juifs justement parce que... Et puis, mais quand on a besoin de ce mot juif pour s'autoriser, de ce mot juif pour développer un discours anti-juif, à ce moment-là, on dit. Alors, voilà, c'est typiquement un exemple de lapsus sur le sexe et d'usage frauduleux. Double niveau de son discours. Double niveau constant. Constant dans l'ensemble de son texte. Alors, je dirais que c'est pervers. Pour moi, c'est pervers. Il y a beaucoup de choses perverses dans le texte de Badiou. Pervers, je crois, d'une perversion tout à fait typique aussi du type de maîtrise dans Badiou, auquel Badiou aspire. Badiou aspire à la position de maîtrise. Et il me semble que pour plusieurs raisons, c'est une imposture totale, pour des raisons d'époque, pour des raisons de sa propre faiblesse, de ses propres failles, quelque chose de l'ordre d'imposture. Mais je dirais que ici, la perversion est aussi, je dirais, un des traits typiques du maître en tant que imposteur. Et il y a toute une dimension de maîtrise que je dirais presque, enfin je ne sais pas, de maîtrise du maître obscur, du maître obscur,
qui est absolument troublante. Et donc, enfin, voilà. Donc ça, ce qui est amusant, c'est, puisqu'on était au fond à la question du il n'y a ni juif ni grec, et qu'au fond, il y a le juif ni grec qui dans l'esprit de saint Paul, pourrait avoir une dimension, au fond, d'arrachement, je ne sais pas moi, une dimension qu'il faut interpréter par définition. Voilà. Une parole qui a son poids de temps, et voilà, lui, il interprète dans ce sens exclusivement pas de gamme et de... Voilà, qui est chez Paul lié à la communion, qui est lié à une chose très très forte, et lui revient, je crois. Et qui est indissociable chez Paul de sa conversion à lui-même. Totalement, mais qui est un mouvement d'arrachement énorme, qui est et qui est intéressant. Mais bon, chez Badiou, ça devient quelque chose de très plat. Mais en même temps, il me semble, ce qui est aussi frappant chez Badiou, c'est qu'il a un côté Monsieur Prudhomme, et il a un côté maître obscur, ésotérique en quelque sorte. Il y a un double aspect, au fond, une sorte de bonhomie comme cela, d'une égalité gentille et qui réunirait tout le monde. Hein. Si tous les copains du monde pouvaient donner la main, tout irait mieux, il y a ça. Et puis en même temps, une dimension obscure, méphitique, caverneuse, qui est aussi là, qui est autour de l'égalité justement. Par exemple, qui apparaît très bien dans un des textes de son recueil, qui est un extrait d'un roman de lui, qui est, d'un point de vue littéraire, même philosophique, absolument grotesque, mais où il décrit un dialogue entre un arabe qui dit être somnolent et un juif qui est un mathématicien absolument brillant et qui sera en train d'expliquer, de faire une leçon, de donner une leçon de maîtrise à cet arabe qui est de manière manifeste son inférieur, pour lui expliquer ce que c'est qu'être un grand juif. Alors, et on sent que le juif, mathématicien universaliste, c'est évidemment une sorte de figure de Badiou lui-même. Ce qui est marrant, c'est qu'il va droit à un cliché raciste, l'arabe est somnolent, et l'arabe pose des questions un petit peu naïves au juif qui est supérieurement intelligent, supérieurement cultivé. Je crois que c'est un bon moyen de reprendre la question sur un autre chemin, en effet, c'est qu'il y a à côté du fait que le non-juif doit être effacé parce que médiocrement communautaire ou parce que atrocement nazi, il y a une tierce position qui est celle d'un salut donné aux non-juifs pourvu que Badiou puisse s'emparer du nom. Bien sûr. Voilà. Donc c'est les quintuplés donc, de Spinoza à Freud, dont le sixième élément serait Badiou, qui viendrait hériter de leur rapport à l'universel, à la science, à la révolution, etc. Puisque Badiou fonctionne beaucoup sur des espèces de schèmes répétitifs qui sont... Alors voilà, c'est Avec un manque d'interrogation parfois sur des questions, autant il est sévère à l'égard par exemple du conflit israélo-palestinien, d'une sévérité qui est parfaitement délirante et qui frôle la haine la plus pure, comme Cécile Winter, autant lorsqu'il parle de la révolution maoïste ou même de la révolution de 1793, c'est sous la forme la plus... comment dire, la plus puérilement et la plus naïvement institutrice, quoi. C'est-à-dire on a l'impression d'être au 19e siècle et qu'on est en train de faire l'éloge de la terreur sans la moindre critique, sans le moindre décalage. Donc il est d'ailleurs un petit peu passionné et fasciné par la terreur maoïste. Il est un des rares anciens maoïstes à continuer de se réclamer de maoïste. Ça c'est tout à fait important, effectivement. Et à revendiquer son admiration pour un énorme criminel de masse de l'histoire du XXe siècle. Un des plus grands criminels de masse, à savoir Mao. On peut après pas le maoïsme, le rapport à la Chine, mais là, ça c'est une... C'est très troublant. C'est intéressant, parce que tout ça est mis en rapport à l'intérieur même de ce livre. Donc ce livre, il parle de son maoïsme. Voilà, moi c'est ça que je n'ai pas du tout un procès de Badiou. C'est aussi en fait une exégèse. C'est essayer de décrypter un livre comme ça, il y a tout. Tout est dans le livre, c'est pas, je ne suis pas allé chercher ailleurs finalement des choses, des éléments d'un procès. Bon. Non, vous avez raison, tout est dans le livre. Et c'est quand même troublant, quelqu'un qui en effet se revendique d'une... Alors ce qu'il appelle ça, de la fidélité à l'événement, et conçoit qu'il y a des traîtres. Alors bien sûr, il y a des traîtres qui ont trahi, tous ceux les renégats, qui ont renié l'aventure maoïste, et lui qui donc est fidèle à cela, et qui se soutient donc d'une fidélité pour précisément aussi imposer en quelque sorte sa maîtrise. Et il y a quelque chose de très troublant là-dessus parce que, bon, bien sûr, alors là encore une fois, de même que Badiou n'interrogeait pas la réalité du mythe d'un crime israélien, d'un crime d'Israël, Badiou n'interroge pas non plus le crime, par contre, le crime maoïste, les centaines de millions de morts, enfin c'est pas n'importe quoi, c'est pas du tout... Et quelque chose qui était systématique aussi, qui a eu des moments très précis d'intensité extrêmement forte. Et qu'on pouvait encore prétendre ne pas connaître, ne pas savoir dans les années 70 quand on était maoïste, tout à fait. en preuve d'une certaine mauvaise foi, on a pu prétendre à l'époque de ce livre ne pas savoir. Et c'est là où on peut parler un peu aussi du maître obscur, c'est-à-dire qu'à un moment je compare justement Badiou à Maurras, parce que je pense qu'on compare un fait qui m'a toujours frappé, c'est après que tout le monde, que tout l'univers a su que
Dreyfus est innocent, eh bien Maurras maintient, non, il est coupable. Et c'est une stratégie politique extraordinaire de Maurras, que je trouve très intéressante. Et il y aurait beaucoup de choses à dire sur Maurras. Enfin, je sais pas, j'aimerais bien qu'un historien un jour nous dise en quoi Maurras est le penseur central du XXe siècle pour la France. Je vais vous dire, c'est intéressant avec la seconde partie de votre livre, mais comme on y viendra dans l'ordre tout à l'heure, sur Deleuze et sur plusieurs philosophes français en effet, qui se sont mis à délirer et à perdre tout équilibre rationnel et intellectuel dès qu'il s'agissait de parler du mot juif. Comme si le maurassisme rejaillissait en eux intact. Alors, vous savez que le maurassisme a influencé toute une génération immense, intellectuelle, mais du siècle précédent, mais du début du siècle seulement. Et aussi, Althusser a été maurassien, tous. Lacan a été acteur de Maurras à 20 ans, enfin, tous. Donc, mais Lacan y a échappé de manière, et de quelle manière, justement. En tout cas, ce qui m'a fait frapper, c'est au fond, on pouvait comparer à peut-être cette manière qu'a eu Maurras de dire, au fond, voilà, ma maîtrise, je vais la voir du fait de ne pas reculer. C'est en justement, en affichant mon erreur, et en affichant envers contre tout, jusqu'à l'absurde, jusqu'à l'irrationnel, jusqu'au monstrueux, que je vais précisément avoir cet assujettissement le plus total de mes disciples. Et c'est quand le maître mort... Je me souviens bien une phrase extraordinaire de Maurras lorsqu'il a été expulsé de l'église, il a dit c'est la revanche de Dreyfus, c'est ça? Oui, c'est ça. Lorsqu'il est son procès d'excommunication. C'est extraordinaire. C'est une phrase extraordinaire. Mais, la revanche de Dreyfus. Alors le livre le plus intéressant là-dessus, c'est le livre de Boutan. Oui, c'est un livre mauvais parce que beaucoup très très long, plein de parenthèses, de digressions, etc. Mais qui est passionnant parce que en même temps Boutan est assez intelligent et donc il décrit le maurassisme, je dirais, avec des concepts qui nous sont assez proches, enfin une pensée qui nous est pas complètement anachronique par rapport à nous. Et vraiment, cette phrase de Maurras c'est fascinant. Comme aujourd'hui, si vous voulez, Badiou, voilà. Il y a la phrase même du ressentiment au sens nietzschéen du terme. Alors, il y a beaucoup de ressentiment chez Badiou. En cela, effectivement, Badiou est un maître obscur. C'est un maître obscur au sens où, par exemple, son maoïsme relève pour moi d'une maîtrise qui est celle du maître obscur. C'est-à-dire qui en effet repose sur une sorte de secret, de meurtre qu'il défend obscurément, sur lequel il goût du sang, on dirait, sur lequel il ne s'explique jamais, et surtout grâce auquel il peut obtenir en effet la servilité totale des hommes. Parce que, admettons que je suis un maître qui me ment. Si j'accepte de le suivre, ça veut dire que je suis totalement dévoué à ce maître. Totalement dévoué à ce maître. Ça veut dire que je suis prêt, en effet, moi-même, à être dans le mensonge, moi-même, à être dans l'obscurité pour pouvoir le suivre. Et donc, il n'y a pas de meilleur maître, il n'y a pas de maître plus fort que le maître qui ment et qui assume de mentir, et qui, grâce à ce mensonge, obtient donc de ses disciples un total assujettissement. Et donc, en ce sens, en effet, c'est une chose très importante que vous soulignez, cela, ce maoïsme qui n'est pas du tout anecdotique et qui ne relève pas, si on peut dire, de la radicalité. Parce que des gens, il y a les radicaux de l'extrême gauche, mais je ne gêne pas forcément, des gens comme Tony Negri, etc. C'est des gens, bon, je ne suis pas d'accord avec eux, mais ils n'ont rien de cette dimension-là perverse. Ils évoluent, bon, ils sont dans une sorte de gauchisme, etc. Très bien, mais ils ne sont pas dans cette espèce d'obscurité profonde qui est celle de Badiou. Il dit, en même temps, vous avez raison de parler d'obscurité, en même temps, il dévoile à un ou deux endroits, et vous le notez d'ailleurs très clairement dans votre livre à vous, que une des choses qui le fascine le plus dans le maoïsme, et dans la personnalité même de Mao, c'est sa puissance de fascination sur les masses. Hein, vous moquez à un moment d'un rapport qui fait entre un verre de Mallarmé et le spectacle, une foule de gardes rouges, qui est d'ailleurs, qui évoque, quand on connaît un petit peu l'histoire du nazisme, l'histoire de la fascination des Allemands pour le nazisme, quelque chose d'assez troublant. C'est-à-dire qu'il est lui pris entièrement dans cette libido de volonté d'asservir, en tout cas de fasciner les masses. Et il ne le cache même pas. Parce que Badiou ne croit pas au signifiant, on peut quand même toujours lui renvoyer le signifiant, c'est le mot colossal. Voilà. Hein, c'est le colossal, c'est un mot qui est très très ancré comme signifiant par rapport au nazisme, un colossal avec un K, et bien c'est ce mot le colossal que Badiou emploie de manière positive pour qualifier les masses, les colossales foules érigées de rouge de la place Tiananmen lors de la révolution culturelle. Voilà. Donc c'est à l'époque où Lin Piao, cette gueule ignoble de Goebbels, Madame Mao, etc., tout ce monde-là règne. Et voilà
l'extase. Voilà, On l'extase. sent que ça lui parle, on sent qu'il est du côté là, non pas des masses, mais de ceux qui règnent sur les masses. Voilà. Et On reprend l'idée de sa maîtrise, sa volonté de maîtrise obscure. Et qui suppose donc aussi quelque chose d'obscur au sens où c'est de l'ordre de l'extase. C'est-à-dire qu'il y a une dimension sexuelle à l'évidence, il y a une dimension en tout cas qui touche à l'intérieur caverneux du corps et à l'espèce de jubilation de la face sans doute, qui est tout à fait troublant. Mais si on a fait un petit venir à une question que vous aviez posée qui est très importante aussi du morceau du roman. Oui, du morceau du roman de Badiou, hein, où effectivement, en effet, le personnage du juif est un personnage complètement comique tellement il est caricatural. C'est en effet le juif cérébral, hein, tel que Badiou l'imagine, et tel auquel il s'identifie sans doute. Hein. C'est le juif mathématicien qui est un juif très assimilé, voilà. qui n'est juif qu'en tant qu'il est bon en mathématiques, mais absolument pas parce qu'il nous cite la Bible, ou le Talmud, ou parce qu'il est très pratiquant. Mais c'est quand même intéressant, c'est quand même juif. Oui, c'est ça, il est désigné comme juif. Alors que, comme il y a une sorte de synonymie entre le bon mathématicien et le juif, un peu comme pour Le Pen, il y a une synonymie entre le bon sprinter et le noir. Enfin, c'est peut-être pas très différent au fond. Parce que, ça, je crois qu'on peut le dire, si vous voulez. C'est ça que, autant je pense que Badiou n'est pas antisémite, hein, du tout. Vraiment, je le dis sincèrement. Mais autant je pense qu'on ne peut quand même soulever un peu le masque et voir parfois dans des propos de Badiou des stéréotypes les plus grossiers, notamment celui-là. Alors oui, en effet, donc il y a un bon juif quand même. Il y a un bon juif, c'est le juif intellectuel. Alors donc, soit révolutionnaire comme Trotsky, Marx, ou soit philosophe comme Spinoza, ou Freud, ou alors, en effet, il y a ce juif fictif de ce roman, qui est le juif donc mathématicien. Donc, et dans lequel Badiou se projette complètement. Il faut rajouter, juste entre parenthèses, que parmi les quelques noms de juifs qui signalent, plusieurs d'entre eux se sont opposés de manière très virulente à leur propre communauté, à leur propre judaïté. Soit Spinoza, soit Marx, voilà, que ce soit Trotsky. Trotsky, tout à fait déjudaïsé à sa propre judaïté. Freud, c'est beaucoup plus compliqué. Et c'est quand même beaucoup plus beau que ce qu'en dit Badiou, parce que Freud a un rapport quand même très très compliqué au judaïsme. Et justement, Freud est le fils, d'une certaine manière, évidente, lui-même d'ailleurs à diverses reprises, du mode d'interprétation de la pensée juive. C'est quelque chose qui lui parle abondamment et qu'il ne renie pas. Tout à fait. Et puis dans des livres comme Totem et Tabou, dans ses préfaces qu'il écrit après 1933, il revient sur la question du judaïsme. Bon, sur Trotsky, juste un tout petit mot, parce que c'est quelqu'un que j'aime bien, malgré tous ses défauts, etc. C'est quand même quelqu'un qui, en 1939, se pose la question justement de l'extermination des juifs. C'est-à-dire que donc il est assassiné en 40-41, je sais pas, mais traite donc assez tôt par rapport. Au fond, c'est un des seuls quand même, un des seuls qui pose la question. Et il y a quand même ce propos de Trotsky, si effectivement la révolution mondiale n'a pas lieu, pas de guerre, ça veut dire qu'il faut revenir complètement sur le marxisme, il faut tout repenser à zéro. Donc quelqu'un que aussi malgré tout peut-être sans avoir eu de culture juive héritée, a tout de même un rapport qui n'est pas aussi neutre que cela au judaïsme. En tout cas pas celui que Badiou lamentablement lui prête de manière... Chez Freud, à mon avis, ce qui l'intéresse chez Freud, c'est l'universalisation immédiate du principe de l'inconscient. Je crois qu'en effet, l'inconscient n'est pas quelque chose qu'on pourrait ramener à une culture précise. C'est la grande invention de Freud. C'est-à-dire que l'inconscient est à la fois singulier et en rapport avec l'histoire singulière de chaque individu, de sa naissance notamment, mais en même temps, il n'y a pas d'inconscient collectif, il n'y a donc pas d'inconscient. Il n'y a pas non plus d'inconscient communautaire. L'hypothèse même de l'inconscient est universelle. C'est ça qui, évidemment, séduit Badiou chez Freud. Moi, chez Freud, on retrouve beaucoup. Les lois de l'interprétation de l'inconscient sont très profondément juives. Voilà, c'est ça. Voilà, chez Freud. C'est ça, il n'en parle jamais. Jamais. Donc, en fait, tout cela, c'est quand même très superficiel. C'est-à-dire que c'est ça qui est quand même troublant chez Badiou, c'est que, là encore, à côté d'une espèce de mise en scène de soi, comme le maître, comme le penseur, donc, il y a par contre des moments, des raccourcis, une inculture qui est consternante. Consternante. Il y a, dans son dernier livre, La logique des mondes, c'est pire encore. Des contresens sur. Je sais pas, par exemple, il parle au moment du Moraveni, Thomas Mann. Alors, il dit oui, c'est un éloge du platonisme. Alors, pas du tout, c'est le contraire. C'est que Thomas Mann se moque justement du sujet platonicien qui est Aschenbach, qui croit justement à la beauté. Et cette beauté, en fait, non, justement, tout ça, c'est du simulacre. Bon, il y a des naïvetés tout à fait étonnantes
et des phénomènes de la culture sur Freud qui sont notamment... Mais, sur beaucoup de choses, ne serait-ce que sur le thème principal de ce livre, à savoir ce que c'est qu'être juif. L'être juif de la manière la plus abstraite comme la plus concrète. Alors, moi je dirais, pour corroborer à ce que vous allez dire, que moi j'avais jamais lu une seule livre de Badiou, ça ne m'intéresse pas, les philosophes français contemporains ne m'intéressent pas par goût comme ça. J'avais lu Badiou avant de le lire, ce livre-là, alerté, parce qu'il est paru à peu près à l'époque où je terminais mon propre postface de l'antisémitisme. Et il m'a semblé être quelqu'un qui, de manière manifeste, quasiment à la fois hystérique et histrionnesque, tranchait du philosophe, et du grand philosophe français, comme il y en a eu quelques-uns. Mais il tranche du grand philosophe, comme on disait autrefois sous Molière, vous pouvez trancher du grand seigneur, à savoir qu'il n'en a aucun des véritables acquis. Il est d'une faiblesse de pensée, que vous soulignez dans votre livre, tout à fait consternante. Oui, il y a voir les Molières. Il est irrationnel, il est illogique, il part de prédicats, ce que lui-même appelle des prédicats qui ne sont absolument pas démontrés ni démontrables. Et puis il est bête, il y a une forme de bêtise, de soubassement bête de son discours. Alors ça c'est une chose qui est construit sur, juste pour dire en quoi selon moi il tranche du philosophe. On n'est pas dans l'insulte, on est vraiment, je suis en train vraiment d'analyser ce que l'impression m'a fait de ce livre. Et je pense que vous rejoignez dans votre livre ma propre intuition. Cette bêtise proche de la cécité, de l'aveuglement, surtout sur son propre discours et sur le propre illogisme, ou la propre faiblesse logique de son propre discours, elle semble fondée en effet sur une volonté de n'en rien savoir du rapport sexuel. Oui. Ce qui est bizarre de la part de quelqu'un qui se réclame, si je ne me trompe pas, de Lacan. Absolument. Voilà, donc c'est quelqu'un qui en effet n'aurait absolument pas retenu une des leçons principales de Lacan. Alors sur la bêtise, il y aura beaucoup à dire sur le rapport de Badiou à la bêtise. Parce que la femme n'existe pas. Oui. On peut rentrer précisément dans sur la bêtise, sur le rapport à la bêtise, je crois que la bêtise de Badiou, c'est politique qui les porte à la bêtise. Enfin, parce qu'il y a une libido bête. Bien sûr. Un investissement libidal de la bêtise par Badiou. Et la politique est là, évidemment, comme le support, comme l'entonnoir, le puissant fond, où toute sa bêtise vient s'alimenter, s'abreuver et se jeter en même temps. Donc c'est quand même très troublant parce que, justement, c'est quelqu'un qui à la fois dit je suis intelligent, c'est-à-dire que tous ses livres, en fait le message principal c'est lisez, je suis intelligent. C'est une sorte d'histrionisme. Voilà. On sent qu'il veut montrer qu'il est intelligent. Constamment. Davantage que de le démontrer. Voilà, constamment. C'est au fond, s'il n'y avait qu'un seul message à Badiou, c'est pas du tout que l'événement, c'est pas l'attrait d'événement, c'est pas. Non, c'est je suis intelligent, c'est le message permanent. Et comme toujours, ce je suis intelligent est ouvert, enfin s'ouvre à un puits de bêtises dont le politique, justement, est le principal espace de démonstration. Et ça, c'est quand même très troublant. Et c'est aussi un phénomène, je pense, très très français et peu réfléchi sur justement le rapport des Français à la bêtise. Oui. Même des philosophes français, des éruptions de bêtises dans telle ou telle partie du discours de Deleuze. Oui. Alors vous dites Foucault seul y aurait échappé. Alors, cette bêtise qui est provoquée tout à coup, qui m'a tournoyé autour du mot juif, comme si le mot juif venait chez la plupart des philosophes français. Je reprends un petit peu la thèse de votre livre, les dernières parties de votre livre, pour que vous m'en parliez ensuite un peu plus en détail, comme si le mot juif venait faire non seulement délirer, mais déraper le logos français. Oui, je pense que c'est ça, c'est important, c'est à la fois le délire et la bêtise, qui sont tous les deux noués, que le mot juif. Commence déjà un petit peu avec Sartre, selon moi. Voilà, moi je suis moins admiratif de réflexion sur la question juive de Sartre, oui. Il y a des choses qui sont d'une profonde bêtise. Bien sûr, mais chez Sartre, la bêtise n'est jamais... il est rusé avec sa propre bêtise. Oui, il est plus rusé que sa propre bêtise. Et puis justement, alors lui, il a quand même un lien au mot juif par Kierkegaard. Il a quand même lu Kierkegaard de manière très approfondie, comme Heidegger. Précisément, il y a aussi... mais ça, c'est plus intensé chez Heidegger, enfin plus compliqué chez Heidegger. En tout cas, je pense Heidegger et Sartre sont tous les deux de très grands lecteurs de Kierkegaard, ils ne peuvent pas être insensibles, de manière, je dirais, presque, je sais pas, dans leur culture, à la question juive, de ce point de vue-là. Et donc, en ce sens, cette bêtise, elle est, malgré tout, oui, elle existe chez Sartre, mais comme, bon... Je parle de sa bêtise dans ce texte-là, pas précisément, hein, c'est pas une... Alors, revenons, effectivement, alors, le livre est composé de deux parties, en fait, il y a la querelle avec Badiou, et puis il y a une deuxième partie qui est une sorte d'annexe, où je donne 3 textes. Un texte sur Agamben, qui est un texte, qui est un commentaire d'un livre d'Agamben, fameux livre où il identifie Guantanamo à Auschwitz. Là, c'est très très circonstancié. Voilà. Là, c'est plus l'ensemble. Voilà, je m'intéresse à ce texte parce qu'il est intéressant. Il est intéressant d'abord par la dimension de refoulement avec les mentions juives. C'est un texte quand même
où Agamben, pardon, analyse donc, ça s'appelle état d'exception, et donc c'est une analyse de la question du droit, de l'État, etc., bon, de la violence, bon. C'est fondamentalement anti-occidental, et bon, c'est l'idée qu'au fond, nous vivons sous les régimes de l'état d'exception, il n'y a pas de droit, il n'y a pas de démocratie, peu importe. Mais ce qui est intéressant, c'est deux choses. D'une part, que il a recours à Benjamin pour faire cette démonstration-là, et de Benjamin, il efface complètement le rapport au judaïsme. Et ça, je le montre sur un texte extraordinaire de Benjamin sur la violence, qui est un texte extraordinaire, très compliqué, où constamment, finalement, la non-violence, ou la violence, celle que Benjamin là rend positive, c'est en fait celle de Dieu, c'est celle de Dieu, de la Bible. Et bon, je montre ça, donc je montre déjà cette espèce d'élément que ce malheureux Agamben efface complètement. Et deuxième point, sur Guantanamo, je m'intéresse à un essai complètement fou et bête aussi de Agamben, qui est de dire, bon, bah, Guantanamo, c'est comme Auschwitz, mais c'est pire qu'Auschwitz, parce que, au moins, à Auschwitz, on ne retirait pas aux Juifs leur nom de Juifs, alors qu'à Guantanamo, on retire aux prisonniers leur identité de, je sais pas, quoi de... Ce n'est pas vrai quant à Auschwitz, puisqu'évidemment... Alors, ce qui est intéressant, c'est que... le tatouage numérique... Voilà, et ce qui est intéressant, c'est que c'est parce que justement ils étaient juifs qu'on les mettait à mort. Donc, finalement, on ne leur enlevait pas leur identité juive, puisque c'était au nom de cette identité. Donc c'est incompréhension. Enfin, là, c'est une bêtise qui est abyssale. C'est-à-dire que ce que je mets en évidence, tout de même, là, je crois que c'est irréfutable. Enfin, ce texte sur Agamben est irréfutable. Il met en scène quelque chose comme un vide de la pensée, une sorte de coma de la pensée. Et comme si le mot juif était une sorte de paralysant pour ces gens-là, ou une sorte d'objet tellement énigmatique, qui les empêche de penser qu'il y a une sorte de trou. Puis le second texte, comme vous le dites, c'est autour de Foucault-Deleuze, qui est beaucoup plus, un texte beaucoup plus interrogatif, beaucoup moins polémique que par rapport à Badiou, par rapport à Agamben. Parce que c'est tellement à la fois tellement étrange et tellement trouble que je préfère ne pas trancher. Détailler un petit peu la différence en fait, entre la réaction de Deleuze par rapport à... Alors d'abord, pardon de ce fait que je ne cite pas dans mon livre, mais qui est quand même puisque Deleuze et Foucault étaient de grands amis, et quand même de leur divorce en 1975 à cause de la question d'Israël. Je n'ai pas voulu citer ce fait-là dans mon texte pour ne pas user d'un argument biographique mais peut-être dans l'entretien, voilà. Ils se sont séparés, leur amitié a cessé à cause de positions divergentes sur le conflit israélo-palestinien. Voilà. Donc Foucault était pro-israélien, pour dire en termes de tout simple, et Deleuze était pro-palestinien, c'est ça. Plus que pro-palestinien, il était vraiment très violemment anti-israélien, je dirais. Parce qu'au fond, la question des Palestiniens, il me semble que, comme beaucoup d'intellectuels français, les Palestiniens, c'est une image. Alors, ils plaquent dessus les Indiens d'Amérique du Nord, ils plaquent beaucoup de mythologie. Là encore, c'est la mythologie au sens de Barthes. Il y a une projection de petits mythes qui ne sont pas très intéressants. Moi, ce qui me frappe le plus, c'est la haine, la violence à l'égard d'Israël de la part de Deleuze, qui me semble beaucoup plus intéressante à étudier que son amour pour les Palestiniens, qui ne repose sur rien. Je crois que Deleuze n'est jamais allé en Israël ni en Palestine. Je crois qu'il n'avait aucun contact très très livresque avec les Palestiniens et purement mythique. Mais par contre, Foucault, c'est beaucoup plus troublant, plus étrange. Moi, ce qui m'a frappé le plus, c'est un propos de Foucault sur, vous savez que l'ONU avait fait en 1975 une déclaration assimilant le sionisme au racisme. Alors tout est là, hein. Tout, à mon avis, toute la question des nouveaux Ariens, là, dont parle Zélinter, toute la question de Badiou sur le prédicat juif, on pourrait la résumer à cette déclaration absolument ahurissante. Sur l'influence de la plupart des pays arabes, très idéologiquement marqué, et de tombé de nulle part. C'est l'URSS. L'URSS, à l'époque, les arabes avaient fait voter une motion assimilant le sionisme au racisme. Alors, évidemment, c'est très important, parce que si le mot juif suppose une supériorité raciale sur le reste des autres peuples, si le mot juif est cette mise en exception-là, en effet, les juifs sont des nouveaux ariens, et en effet, cette motion comme quoi sionisme égale racisme est valide. Or, stupeur, Michel Foucault, écrit dans un entretien au Monde que cette déclaration est une déclaration honteuse. Honteuse résolution. Alors je suis parti de là, et ça m'a... Je me dis, mais qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Alors, c'est donc une sorte d'enquête très rapide, hein, j'ai pas...
parce qu'en plus les matériaux sont très faibles. Alors il y a toutes sortes de propos de Foucault qui font cette logique-là. Hein, notamment la même année de cette année où il déclare honteuse cette résolution assimilant sionisme et racisme, il fait un cours autour justement, où toute une partie du cours est consacrée au judaïsme. Et il montre comment justement il n'y a pas de racisme dans la Bible, comment justement, au contraire, c'est du côté, au fond, d'une subversion des modèles de pouvoir du type romain que se fonde la conception de la génie du pouvoir dans la Bible. Et il fait, enfin bon, on n'a pas le temps, j'ai pas le temps, et ce serait trop compliqué comme cela dans les détails. Il est d'une extraordinaire au sens propre, lucidité, sur en effet la singularité du mode de pensée juif qui échappe à tous les clichés occidentaux et même philosophiques de conception du pouvoir, mais aussi de la loi, mais aussi de la société, mais aussi de la communauté, mais aussi de l'appartenance, et ce qui est une évidence quand on connaît bien la pensée juive. C'est-à-dire qu'il montre, il pressent, ce qui est inouï en effet, parce que c'est vraiment rarissime quand on ne connaît pas profondément la pensée juive, il pressent l'extranéité de cette pensée-là, tout à fait singulière, qui est une pensée de la lettre et du texte, et une herméneutique d'une puissance et d'une densité peu commune, l'extranéité par rapport à l'ensemble des constructions de schémas philosophico-historico-idéologiques de l'Occident. Et ça, il est le seul, vous me l'avez appris, parce que je ne savais pas concernant Foucault, il est le seul à l'apercevoir et à le dire même. Il ne le dit pas de cette manière-là, mais il le voit. Je sais pas comment ça et ça l'empêche de délirer du coup sur le mot juif. Alors que Deleuze, qui ne veut absolument pas ça par décision, va délirer, comme vous le montrez, sur l'idée du juif riche à un moment, c'est-à-dire vraiment un cliché antisémite classique. Tout à fait. Alors je ne sais pas comment cette idée-là m'est venue de travailler sur Foucault et Deleuze. Je crois que c'était une demande, parce que dans mon livre précédent qui s'appelait Bref séjour à Jérusalem, je m'étais intéressé justement à la dérive de l'intelligentsia française, parce qu'à mon avis, c'est de décadence. C'est-à-dire qu'il me semble que le fait qu'aujourd'hui, cet intellectuel-là échoue sur le mot juif est le signe même d'une décadence de tout un mouvement qui est né en gros en 1950 avec Sartre, qui s'est achevé dans les années 80 avec la mort justement de Sartre et puis la mort des autres, de Lacan, de Barthes, etc. Et que la question juive est un symptôme de décadence de la pensée française. Mais vous voulez dire la question juive, le fait qu'elle revienne dans l'espace sous une forme aussi délabrée. Aussi délabrée, aussi abjecte, aussi nulle, et aussi surtout symptomatique, c'est-à-dire ce n'est que le pur symptôme. Alors en effet, donc il y a cette espèce de sensibilité de Foucault, je dis bien sensibilité, parce que une chose qui m'a frappé dans l'espèce de petite enquête que j'ai faite sur Foucault, ce sont des différentes lettres de Foucault. Et une lettre, il était très avec Canguilhem, le grand philosophe Canguilhem, et à un moment il était question qu'il soit candidat à Nanterre pour un peu de philo, et c'est le candidat pour lequel il doit se planter, c'est un juif. Et dans cette lettre, il dit à Canguilhem, non, je ne peux pas me planter, mais impossible physiquement de planter contre un juif. Très troublant. Et il y a ces lettres à Canguilhem autour d'une sorte de pogrom. Dans son esprit, à mon avis, ça faisait référence à l'époque des quotas, des collaborations où des quotas faisaient que les professeurs juifs étaient virés de l'université et étaient remplacés par des non-juifs. Mais c'est ça qu'il avait à l'esprit, à mon avis. Mais ça montre une sensibilité très particulière et intéressante. Et c'est pour ça que je pense quand même, je tiens à ce mot sensibilité, bien qu'il soit sans doute peut-être ridicule aux yeux d'un Badiou, que de parler de sensibilité, je crois qu'on ne veut pas finalement que le mot juif est aussi un mot qui touche pas seulement justement à des constructions théoriques intellectuelles, mais qui touche aussi à une sensibilité, je dirais presque de l'ordre de l'instinct, qui se déclenche chez un Foucault, et qui fait que, bon, il me semble que l'affaire Dreyfus est cet ordre-là. Si des gens se sont quand même dressés à un moment, qui n'avaient rien, tout à perdre, qui n'avaient rien à gagner, qui étaient dans un... Il me semble qu'il ne peut pas... Il y a des mouvements d'histoire qui sont d'un ordre, justement, qui échappent peut-être au... C'est un mot qui a une présence indéniable dans l'histoire. C'est le fait signifiant qui soit désastreux, soit au contraire miraculeux. La position de Badiou consisterait à dire finalement que l'origine même du mot juif, elle commence avec Hitler, avec le nazisme, qui est un déni d'historicité de ce mot. Quand Foucault refuse de présenter contre un professeur juif, il a en tête le fait que les juifs, les personnages de chair et d'os qui s'appellent les juifs, ont été empêchés d'entrer à l'université pendant toutes les périodes d'antisémitisme virulent de la première moitié du XXe siècle, et avec une culmination sous le nazisme, sous le règne nazi, et sans la collaboration pendant le vichisme en France. C'est ça qu'il a à l'esprit. Donc lui, là, en effet, il déploie devant lui quelque chose qui est à peu près, qui devrait être spontané,
qu'il y a une histoire récente du mot juif, qui est une Absolument. histoire, en effet, qui est sensible. Tout à fait. Alors, point de vue-là. Sur Deleuze, c'est quand même aussi très troublant, c'est qu'il y a... On va parler de cette question du juif riche, Alors, que vous avez pointé. Avant cela, ce qui le dégoûte profondément dans Israël, c'est que finalement, ce qu'il appelle la formule orgueilleuse d'Israël. Nous ne sommes pas un peuple comme les autres. Là encore, c'est toujours fantasmé, jamais. c'est l'idée d'exception, de prétendue exception de lui. Ça, il ne supporte pas, il lui oppose, bien sûr, un peu comme Badiou finalement, avec toujours la même vision mythique, les Palestiniens qui, eux, disent, selon lui, nous sommes un peuple comme les autres, nous voulons être que cela, justement. Bien, bravo, les Palestiniens, ils sont modestes, ils veulent être comme tout le monde, ils veulent surtout pas. C'est quand même très étrange. C'est un lieu commun, il faut dire qu'à la racine, cette idée les Juifs se prennent pour un peuple supérieur, phrase de De Gaulle par exemple, c'est un lieu commun de l'idée d'élection, qui est une idée extrêmement riche, extrêmement complexe, qui n'est pas du tout une idée de supériorité, c'est de considération que son destin est dans un dialogue avec le divin. Ce destin d'ailleurs est ouvert, il y a des phrases très précises dans la Bible, des versets précis dans la Bible qui montrent que ce destin-là de dialoguer avec le divin est ouvert à l'ensemble des autres peuples. Mais elle a été fortement dégradée, en effet, dans tout discours antisioniste, les Juifs se prennent pour des... Et d'ailleurs, déjà dans le discours nazi, en réalité, les Juifs se prennent pour des êtres supérieurs. Alors, le fantasme de l'infériorité du Juif, l'infériorité raciste du Juif, est un fantasme, l'inversion d'un fantasme d'un complexe d'infériorité de soi-même vis-à-vis d'une supériorité fantasmatique du Juif, que Deleuze reprend pleinement, donc, dans laquelle il tombe comme un... Mais comme De Gaulle, c'est-à-dire que c'est ça qui a... Comme l'ensemble des intellectuels français de gauche, antisionistes. Je dis comme De Gaulle pour montrer justement, en fait, le flot de stéréotypes et de poncifs et de topoi comme ça qui... Bon, il y a ça, et puis... Expliciter un petit peu la question du juif riche, qui est l'expression que reprend Deleuze, sur laquelle vous montrez qu'elle forme quasiment un point nodal fantasmatique pour lui. Voilà. C'est à propos d'une pièce de théâtre, qui est devenue un film, pièce de théâtre de Fassbinder, qui est devenue un film, s'appelle L'ombre des anges, et dans lequel il y a un personnage qui s'appelle le juif riche, qui est une sorte de spéculateur... Donc l'expression est celle de Fassbinder, voilà, pas de Deleuze. Absolument, il n'a pas de nom, il s'appelle A, le juif riche. Tous les autres personnages de la pièce et du film ont un nom, sauf lui, qui ne s'appelle que A, le juif riche, qui est une sorte de spéculateur un peu véreux, enfin même tout à fait véreux. Donc là, c'est un cliché dans l'antisémitisme. Voilà, tout à fait. Et alors, donc, quand le film est sorti, il y a eu des protestations très nombreuses, notamment Lanzmann a fait une lettre autour de cela, et puis alors, Deleuze a une réaction très bizarre, en disant mais non, le mot juif n'a rien d'infamant, etc. Enfin, il fait l'idiot là encore, c'est une stratégie de la bêtise, qui est assez intéressant de voir effectivement le délire de la bêtise comme accolé. Et en fait, quelle est la théorie c'est qu'au fond, il faut oublier l'antisémitisme. Il faut oublier la question antisémite. Le vrai danger, c'est le fascisme américain, qui nous domine, dont d'ailleurs les juifs sont peut-être les agents, et par conséquent, somnambulé sur la question antisémite, c'est justement de rien comprendre à la situation présente. Il faut, en effet, donc il n'y a plus à s'étonner, il n'y a plus à se révolter contre des discours qui stigmatiseraient les juifs, puisque, au fond, le fascisme réel n'est plus là, il est justement dans le fascisme intime, qui est donc dans l'Amérique, est en effet l'espèce de protagonisme fondamental. Et il donne comme exemple alors, le fait d'être surveillé, d'être bétonné. Alors justement, le spéculateur immobilier juif peut apparaître à ce moment-là comme un de ces éléments du fascisme nouveau qui nous opprime. Et donc, on a quelque chose de tout à fait troublant, qui va d'ailleurs, qui est en fait un élément très important, parce que c'est là-dessus que vont se développer les théories du style Agamben, justement, contre la surveillance, contre... Sur un autre horizon, oui, c'est que c'est différent. D'accord. Des choses dans votre non, mais qui sont discutables sur là, parce que chez Agamben, juste pour parler de ça, pour évoquer ça, il y a tout un arrière-fond de rapport à la pensée de la technique de guerre, c'est en effet quelque chose de beaucoup plus complexe. Là, c'est pas du pur délire. Absolument. Non, mais ce qui est intéressant, intéressant, c'est quoi discuter sur le rapport, en effet, sur la biotechnologie. D'accord, mais ce qui est intéressant, c'est que justement, pour cela, il faille l'opposer à la question antisémite. C'est-à-dire que, de même que Agamben, pour défendre justement sa critique du système technique, dire que Guantanamo c'est pire qu'Auschwitz. Oui. Il y a en effet une sorte ou de même, je fais allusion dans ce texte au fameux article que Agamben a écrit,
à propos des passeports biométriques en disant qu'il n'irait pas faire son cours cette année aux États-Unis parce qu'on lui demandait justement de l'empreinte digitale, qui était selon lui l'équivalent du tatouage d'Auschwitz. Oui, mais alors là c'est là que moi je considère que l'argument pourrait être recevable, au sens où il pourrait parler d'une généalogie. De la volonté en effet de désincarner le corps et de le réduire à sa stricte identité numérique et surveillable. Oui, mais je crois probablement à une discontinuité entre les pratiques des États. C'est là que nous serions peut-être pas d'accord. Mais c'est vraiment quelque chose de très annexe dans votre livre. C'est pas fait. Quoi qu'il en soit, donc de la part de Deleuze, ce qui est frappant, c'est à la fois, là encore, les accusations de crime. On retrouve le même motif que chez Badiou, c'est-à-dire crime au sens, par exemple, où il décrit, selon lui, la meilleure image pour décrire le travail de destruction d'Israël, c'est la conquête de l'Ouest par les Américains, le génocide des Indiens. Donc, comme si aucun rapport, parce que les guerres qu'Israël a pu faire, c'était contre des très nombreux pays coalisés, Irak, Syrie, Jordanie, etc., et armés par l'URSS. Donc, on est quand même sans rapport avec justement la conquête de l'Ouest. Bon. Et puis aussi parce que le projet sioniste, même à la base, n'est pas du tout un projet colonialiste ou impérialiste. Et que l'État d'Israël ne serait pas né s'il n'y avait pas eu une vaste tentative d'extermination des Juifs d'Europe, parce qu'il aurait préféré 1000 fois rester dans leurs pays respectifs s'il n'y avait pas eu d'antisémitisme, les Juifs russes, les Juifs polonais, les Juifs allemands, qui ont créé au départ l'État d'Israël, auraient préféré 1000 fois rester allemands, ils étaient imprégnés de la culture de leur pays d'origine. Ça n'a rien à voir avec des gens d'origine anglo-française venant dans un pays et sur une terre et sur un continent sur lequel ils n'ont strictement aucun droit, ni culturel, ni historique, ni géographique. C'est comme ça que commencent toutes les colonisations. La colonisation d'Afrique, la colonisation des Indes ou des États-Unis. Des processus géopolitiques entièrement différents, divergents, qui n'ont rien à voir. Mais l'analogie, on le sait, est un des traits de la bêtise. Enfin, Exactement. Et s'il y avait colonisation, il n'y aurait jamais eu restitution du Sinaï à l'Égypte, ni restitution de Gaza aux Palestiniens. Pas crispation sur la possession territoriale, sur la occupation temporaire, qui sont liées à des questions stratégiques. Le rapport de force, et dès que lors qu'il y a un partenaire à qui parler, Israël est tout à fait prêt, par la force, à obliger ses propres concitoyens à quitter les territoires qu'ils occupent. On qualifié de colonie d'un point de vue journalistique. Tout à fait. Donc c'est l'assimilation que Deleuze fait ici entre le massacre, le génocide des Indiens et l'occupation des territoires par Israël, reprend le thème du crime originaire. Hein, avec ceci que tout de même, chez Deleuze, il y a aussi cette idée donc, du nous ne sommes pas un peuple comme les autres, donc mot d'ordre réduit, l'idée du juif riche comme une image du juif riche comme une image absolument pas à interroger, mais selon lui une image tout à fait banale et normale et praticable, qui n'a pas de nom, etc. Donc il y a chez Deleuze toute une sorte de discours, en effet. Et alors c'est quelqu'un que par ailleurs j'aime beaucoup, Deleuze, je trouve qu'il y a des livres extraordinaires sur le cinéma, que j'aime énormément. C'est le cinéma, je pense que ça fait un peu différent. Mais bon, c'est important du XXe siècle. Tout à fait, son Nietzsche. À la différence de Badiou, je suis pas sûr qu'on va dire que Badiou est un philosophe important. Exactement, voilà. Non, mais pendant que son événement, parce que l'évaluation d'événement que Badiou développe, il applique à plein de gens, entre autres à Deleuze. Bon, quand on lit Logique du sens, Badiou développe une notion d'événement qui est tout à fait très belle, enfin très forte, très intéressante. Chez Badiou, aussitôt l'événement. Oui, Deleuze développe dans Logique du sens une notion d'événement très intéressante, très vertigineuse d'ailleurs. Chez Badiou, aussitôt l'événement s'est très vite replié sur la terreur de 93, sur la révolution culturelle, enfin, ça devient des événements, des petits faits politiques sur lesquels il se crispe et qu'il fétichise de manière absurde. Chez Deleuze, il y a une sorte de philosophie, je dirais presque très construite, très inventive. Et donc, voilà. Et je crois aussi d'ailleurs qu'on peut bien comprendre, là je m'avance un peu parce que je ne suis pas encore Deleuze, la question et le sens, l'idée même de l'événement chez Deleuze, quand on a référence à l'Hérédie chez Heidegger. Absolument. Deleuze est un Heideggerien, un très bon lecteur de Heidegger. Ça n'est pas du tout l'évidence Badiou. Non, ce n'est pas évident. Donc voilà, c'est très décevant de lire ça chez Deleuze, mais bon, je crois que là, il y a un problème politique chez les intellectuels français. C'est-à-dire que comment finalement, il y a un échec du discours politique, disons, en gros, de la radicalité post-68 enfin, qui va s'épuiser
avec les années, et qui va n'avoir plus que comme seul objet à manger, à sucer, comme seul Israël. Ça va être finalement le seul élément qui va demeurer, étant donné que tous les autres territoires du monde, l'Amérique du Sud, l'Asie, l'Afrique, sont des déserts politiques. Il n'y a plus de possibilité d'investir politiquement dans ces territoires-là. Que pourrait dire... Enfin, j'aimerais connaître aujourd'hui le discours de l'extrême gauche sur ce qui se passe en Afrique, aujourd'hui. Je ne l'entends pas. Ni en Asie, encore moins en Asie, ce qui se passe en Chine, ce qui se passe au Cambodge, ce qui se passe en Corée du Nord, enfin, bon. Amérique du Sud, pareil. Donc il ne reste plus comme un Orient, comme espace à investir, et en effet, je crois que, bon, Deleuze et d'autres, mais Deleuze peut-être, bon, même comme il est très intelligent et qu'on l'aime beaucoup, mais bon, je crois qu'il n'est pas le seul, là. Alors le troisième texte que je présente, c'est sur Balibar, qui est un texte très intéressant parce que c'est un texte réellement fou, coécrit avec un juif, entre guillemets. C'est un anthropologue, ça c'est... Voilà, non, un physicien. Physicien, de Vietnam, oui. Voilà. C'est ça, hein. Et autour de l'idée, finalement, enfin, c'est un texte complètement dément sur le plan de l'accusation, là encore, c'est vraiment l'accusation, par exemple, elle serait décrite comme un pays qui bouffe toutes les ressources naturelles. Mais il n'y a pas de ressources naturelles, justement, dans ces territoires-là. Il n'y a ni pétrole, ni rien. Bon, mais surtout, l'idée, c'est finalement une sorte de raisonnement dément. Il y a l'idée que l'Israël sera en train de capter voilà, les autres pour affamer, pour affamer. Mais en fait, c'est une manière détournée de revenir sur l'idée qu'Israël planifie le génocide. Tout à fait. Oui, alors Israël a soif, affame, incendie, tue, etc. Sauf que justement, le seul pays qui a une politique d'économie de l'eau très précise, très écologique, c'est bien sûr Israël, alors que la Syrie en effet détourne. Israël est le seul pays au monde où des Arabes peuvent s'exprimer démocratiquement à l'Assemblée. Les Arabes israéliens non juifs. Insulter. C'est le pays arabe au monde finalement. Les Arabes, on le voit au chapitre. Moi j'ai vu combien de fois à la télévision israélienne des députés arabes insulter un ministre, comme en France on ne pourrait pas le faire. Ou après d'ailleurs plaisanter avec lui d'ailleurs au bar de la Knesset. Donc il y a une vision tellement bête là encore de la réalité politique israélienne qui manque de méconnaissance et un refus de voir. Ces gens-là sont allés là-bas quand même, je pense. Enfin, Badou est allé en Israël, les bars sont aussi. Et comment peuvent-ils revenir sans avoir... Alors comment expliquez-vous le plus petit dénominateur commun, parce qu'il y a quand même, c'est quand même une des conclusions qu'on doit tirer de vos propos, c'est qu'il y a quand même une forme de bêtise typiquement française, typiquement philosophale ou philosophique ou intellectuelle en tout cas, de la part d'intellectuels considérés comme des intellectuels haut de gamme, lorsqu'il s'agit de considérer la question de l'État d'Israël. Et avec en annexe parfois la question même de l'être juif et comment vous expliquez qu'est-ce qui fait déraper comme ça à chaque fois autour de ce signifiant-là? Alors je crois qu'il y a plusieurs choses. Il y a une chose qui serait celle de la communauté. Au fond, est-ce que dès lors qu'on n'attaque pas Israël, ne sortons pas de la communauté française? C'est-à-dire que est-ce que la communauté française n'est-elle pas finalement nouée de telle manière par une hostilité au fond à Israël? Et c'est des liens communautaires impensés par ces fameux intellectuels. Et quand on comparait Deleuze à De Gaulle, en effet, qu'on ait les mêmes discours, le cri du cœur est le même. Ça veut dire quelque chose. Ça veut dire peut-être que, en effet, être français dans une communauté française suppose, en effet, peut-être de ne pas passer le pas, faire le pas de, tout d'un coup, s'ouvrir à l'interrogation. Parce que il suffirait quand même de très peu de choses pour que ces gens-là changent de point de vue. Il suffirait d'ouvrir les yeux, de regarder, de lire un petit peu. Non. Donc il y a cette question de la communauté. Je crois qu'il y a aussi... Et ça expliquerait la question de la communauté à la rigueur pour expliquer leur antisionisme. Mais d'où vient le profond délire et le délire bas de gamme dans le discours de ces gens-là? Il ne s'agit pas juste de prendre position en faveur des Palestiniens. Il s'agit, dans la question, de se révéler aussi stupide que le premier militant pro-palestinien venu, qui serait un abruti complet et qui dirait oui, les juifs sont des nazis. Vous voyez, des clichés très bas de gamme de l'argumentation. Je crois qu'il faut revenir un petit peu en arrière, c'est sur la bêtise. La bêtise est liée, la bêtise est liée du côté d'extrême droite, comme Horace a pu justement peut-être théoriser comme élément nécessaire au fanatisme militant. Et je crois que ce qui me frappe quand même, c'est que ces expériences marxistes qui supposent qu'au fond, la bêtise est élément d'humiliation des essais de l'intellectuel pour adhérer à la révolution. C'est-à-dire que la bêtise pascalienne aussi. Au fond, il y a Pascal aussi, Maurras est un pascalien, vous le savez. Pascal a quand même aussi beaucoup irrigué
ces penseurs-là, Althusser, tous ces gens-là, Lacan. Et bon. Oui, mais Pascal, par exemple, à la Grande Différence, n'a jamais déliré autour du non-juif, au contraire. Non, bien sûr. Voilà, c'est d'ailleurs assez singulier de la part d'un écrivain français, c'est rarissime. Rarissime, il y a une forme de philosémitisme à l'égard de la Ah oui, on va apparaître dans la pensée. Mais justement, c'est la contre-lieu du philosophe, pour lieu d'Isaac, Abraham et Jacob. Donc c'est le contraire de Badiou, si vous voulez. Bien sûr. Badiou, c'est le lieu du philosophe, Pascal, non. Mais néanmoins, il y a quand même chez Pascal. Et Pascal défend de manière évidente l'esprit de finesse face à l'esprit de géométrie, en tout cas il distingue, alors que Badiou est dans l'esprit de géométrie, mais sous une forme de platitude absolue. Et la logique du cœur, chez Pascal, que Heidegger va reprendre, enfin bon, tout ça c'est très passionnant. Néanmoins, il y a quand même chez Pascal du jansénisme. Oui, mais alors là, c'est pas un antisémitisme. Non, c'est pas ça, mais en tout cas, la place pour la bêtise est là. Alors là, je suis pas d'accord avec vous, parce que pour moi, c'est une question complexe, la question du jansénisme et du rapport de la dialectique entre le jansénisme et le jésuitisme. C'est pas quelque chose. Dans l'histoire du débat français, du débat typiquement gallican de la divergence entre jansénisme et jésuitisme en France, c'est pas quelque chose qu'on peut qualifier de bête. Non, mais disons que l'idée que Pascal, il faut s'abêtir pour finalement croire. Ah oui, alors là, c'est pas. Est-ce qu'il emploie les mots de s'abêtir? Ah oui, d'accord. C'est-à-dire que dans l'idée de Pascal, il faut abandonner les... Agenouillez-vous et priez, abêtissez-vous et croire. Et ça, je crois que ça crée un modèle. C'est dans un autre horizon, il me semble, dans la langue de Pascal, c'est l'idée précisément d'abandonner la ratio, c'est-à-dire le raisonnement. C'est l'humiliation. L'acte de foi n'est pas un acte. C'est l'humiliation. Mais je pense que le marxisme le plus fanatique, et pour qui Pascal a pu être un maître dans à la fois l'art de l'organisation, de la pensée, eh bien, je crois que c'est plié beaucoup à cette idée d'une bêtise nécessaire, au fond, au salut. Hein. Tous ces gens-là, c'est des petits bourgeois, issus de familles intellectuelles, riches, et voilà, il y a le pauvre, il y a le prolétaire. Eh bien, on ne peut pas, est-ce qu'on est authentiquement, est-ce qu'on peut être authentiquement marxiste sans abandonner justement ces privilèges de la pensée? Est-ce qu'il ne faut pas justement s'abêtir? Est-ce qu'il ne faut pas être bête? Et au fond, il y a eu un apprentissage de la bêtise chez tous les militants marxistes, comme élément fondamental de la constitution de soi comme militant révolutionnaire. Et je finis une chose, la figure de militant, qui est une figure fondamentale pour Badiou, est précisément la figure de la bêtise nécessaire et par laquelle il faut passer. Donc maintenant que le mot juif soit là, parce que c'est un signifiant exceptionnel, je crois, et qu'en effet exceptionnel, non pas parce que pour les raisons que les ennemis d'Israël donnent, mais parce qu'en effet c'est un signifiant qui a une histoire vertigineuse et qui déroute complètement la pensée française, notamment l'universel français. Alors ça, je crois que ça pourrait être autre élément qui rentrerait en ligne de compte. Je pense qu'il y a une rivalité essentielle entre la conception universelle telle que la France, et notamment la France, parce que... occidentale. Voilà. Oui, mais enfin la France... Oui, c'est vrai, mais beaucoup plus que... La logique aristotélicienne. Oui, mais beaucoup, oui, d'accord, enfin, laquelle la France a participé de manière très très forte. D'un point de vue politique. Dans les politique, voilà. Et donc, il y a une rivalité, je pense, la rivalité entre l'universel français qui s'est développé, notamment, je dirais, avec la Révolution, puis Napoléon, etc., puis tout le... eh bien, est en concurrence terrible, quoique Napoléon était, lui aussi, très très positif par rapport à la question d'Israël et par rapport à la question juive. Pas du tout. Oui, il n'y a pas seulement le fait qu'il ait donné ses citoyens aux Juifs, il n'y a pas seulement ça, il y a des propos très troublants sur la grandeur du peuple d'Israël dans sa fidélité justement au livre, etc. Oui, c'est très bizarre. Enfin, quoi qu'il en soit, en tout cas, je pense que la question universelle est peut-être ce qui justement crée cette rivalité, crée cette obsession d'élimination de rival, et qui suppose justement de le rabaisser, de l'humilier et d'en faire finalement un signifiant nul. Enfin, je crois que c'est ça. Je crois que c'est insupportable. Et je dirais qu'au niveau collectif, au niveau individuel, c'est constamment le juif c'est moi. L'histoire de Badiou, c'est ça, c'est le juif c'est moi, parce que justement il y a cette rivalité qui est au cœur du conflit, et qui est au cœur de la bêtise, me semble-t-il. Tout à fait. Je regarde si on n'est pas au bout de la cassette, mais je vais voir où on en est. Il y a déjà cette rivalité, ce que vous appelez tout à fait... Est-ce que je pourrais mettre le data code là? Il apparaît? Non, on verra quand ce sera plus rouge, etc. Il y a cette rivalité qui apparaît déjà dans certains discours nazis, par exemple, de Hitler, que moi j'ai pointé dans mon livre,
où il dit le peuple juif se croit être un peuple de prophètes, et c'est moi qui vais être le prophète, c'est nous qui sommes les Allemands qui sommes les nouveaux peuples élus. Il y avait toute une théologie comme ça délirante, nazie, néo-nazi, disant que la véritable Bible était la Bible en allemand, et ça, évidemment, etc. Donc il y a déjà quelque chose qui apparaît déjà, qui vient déjà de soubassement chez Luther. Voilà, donc cette volonté de rivalité avec l'élection juive, en effet. Et en France, pour abonder dans votre sens, il y a quelque chose qui fonctionne, oui, principalement en France, ça c'est beaucoup moins déployé dans les pays, dans les pensées anglo-saxonnes, par exemple. Ou italiennes. Je crois que c'est ça. Il y a l'idée que l'infinitude, on a en France un grand philosophe qui s'appelle Emmanuel Lévinas, qui a déployé l'idée de l'infini, totalité infinie, qui est puisée dans sa propre pratique de la pensée juive, même si ça n'apparaît pas dans la communauté, je ne sais pas si vous connaissez ce livre. Oui. L'infinitude, et de toute façon quand on connaît un petit peu le fonctionnement de la pensée juive, il y a une manière, et vous d'ailleurs vous-même le pointez dans votre livre, il y a un rapport à la lettre, qui est marrant parce que Badiou dit quelque part que Saint Paul par exemple n'aime pas la lettre ni la loi de Moïse. Et lui-même est un turiféraire du mathème, voilà, c'est-à-dire d'une symbolique tout à fait pauvre, binaire, celle de la mathématique et de la logique de non-contradiction qui naît chez Aristote, qui se déploie dans la mathématique occidentale. Et il y a en effet donc une rivalité avec l'universalisme juif, mais qui est tout à fait singulier, qui est un universalisme qu'on pourrait qualifier de vertical, c'est-à-dire du coup qui serait presque dans lequel Freud, sur lequel Freud se branche directement, qui est un universalisme, mais à l'infinitude, le déploiement d'un nom propre, voilà, qui est ouvert à l'interprétation, et ouvert indéfiniment à l'interprétation. Et chaque nom propre est ouvert à une déterminabilité infinie. Il n'est jamais clos sur lui-même, il est en permanence ouvert. Ne serait-ce que le premier des noms propres dans la Bible, qui est le nom de Dieu. Je suis qui je suis. Qui n'est pas du tout une boutade en forme de tautologie, contrairement à comme le bras, mais qui est l'un des énoncés les plus dignes de pensée, les plus dignes de questionnement, pour reprendre des termes des concepts heideggeriens, qui soit. Et ça, toute la pensée juive est fondée sur cette puissance de questionnement. Toutes ces choses-là, vous les dites à votre manière dans votre livre. Et ça, c'est quelque chose, en effet, qui, selon moi, a fait délirer profondément les gens qui ont une conception de l'universel, et du coup, une mauvaise assise narcissique de leur propre moi et de leur propre, identité personnelle, mais qui fait que ça produit des délires immédiatement. Aujourd'hui, la bêtise française est devenue quand même visible à l'œil nu presque. Bon, la question, le mot juif en est l'un des éléments, et pas seulement. Et quand la bêtise française s'exprime, c'est toujours au nom de son universel. C'est-à-dire que la bêtise française a quelque chose de son arrogance, son mépris, son inculture, sa grossièreté, c'est toujours au nom de l'universel qu'elle la développe. Et donc il y a une forme de décadence, j'aime pas ce mot de décadence, mais quand même quelque chose comme une forme d'extinction peut-être de la pensée française, de fatigue, de ralentissement, de bégaiement, peut-être parce qu'elle naît précisément à un moment très précis de l'histoire de France, c'est triste, à la Révolution française, où on en finit avec la symbolique même du nom propre, le nom Louis, qui est le nom des rois, qui se transmet devant roi, qui est une pratique tout à fait millénaire, qui existe ailleurs, mais où l'identité même et le rapport du corps du roi à son nom est quelque chose de tout à fait singulier. Et c'est là-dessus que repose la communauté française avant le coup de hache de la Révolution française. En effet, on passe à une autre forme d'universalité et de reconnaissance de la communauté. Voilà. Et alors aujourd'hui, c'est vraiment, je crois, en fin de course, et moi je suis assez accablé parce que, plus comme je ne parle pas les langues étrangères, je me dis, voilà, je suis obligé d'être français, parmi les Français. C'est un peu accablant de vivre ces destins-là. Bon, voilà, c'est comme ça, mais bon. Donc, c'est intéressant parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de personnes ayant constaté cette... Non, moi je suis stupéfait. Pas seulement antisémitique, vous avez raison, il n'est même pas question d'antisémitisme, il est question de bêtise. En réalité, c'est ça le véritable péché de ces gens-là, de ces philosophes. Le véritable péché, on pourrait dire, le véritable faille, pour être précis, de la philosophie quand elle s'exprime en français. Et alors qu'il y a une bêtise qui est soutenue par un consensus qui inverse évidemment tout cela en forme d'intelligence française, parce que Badiou c'est aussi maintenant le produit d'exportation français qui se vend bien dans le monde. Enfin, il y a quand même quelque chose de très troublant là. C'est pour ça que j'ai aussi réagi à Badiou, c'est parce que l'imposture n'est pas une posture isolée. Badiou n'est pas quelqu'un qui fait dans sa grande salle
dans un mansard des traits de philosophie. Donc c'est quelqu'un qui a une place, une situation, même une rang de situation, pourrait-on dire, qu'elle est disciple, qui a beaucoup de gens qui le soutiennent. Et donc, il fallait quand même enlever les... Oui, en même temps, moi l'idée que je me fais de Badiou, c'est quand même quelqu'un qui court derrière le prestige d'un Lacan, d'un Deleuze, d'un Foucault depuis des années et qui ne les atteint pas. Absolument. Ça se sent déjà dans la densité de son texte, même sans avoir tout lu, il suffit de lire ce recueil-là et de voir comment il fomente ses phrases pour montrer qu'il n'y a pas là quelque chose de très pétillant, de très altier. Des types de langage complètement empruntés à X, Y, il n'y a rien de complètement original chez lui. On sent que ça lui pèse. Ça lui pèse, ça se sent dans même la phrase. Oui, je crois que, je sais pas. Comment a-t-il réagi à votre livre? Alors, il a réagi d'abord au premier texte qui est paru dans les temps modernes, parce qu'il a réagi par un. Tous les deux. Lui et elle avaient réagi par l'envoi de 2 textes, tout aussi fous les uns que les autres. Le premier de Badiou me traitait d'agent de la CIA, d'être membre de l'extrême droite intellectuelle, de sarkozyste, enfin tout y passait. Et elle, c'est un texte complètement dérapant, complètement fou, qui est irrésumable. J'en donne quand même les résumés dans mon livre. Vous n'aviez pas le droit de citer, c'est ça? Non, je ne pouvais pas les reproduire, donc je les ai paraphrasés de manière la plus honnête que j'ai pu. Enfin, bon. Depuis, après, donc je pense que Badiou est quand même très atteint par ce livre, parce d'abord il a envoyé une lettre à Gallimard pour demander, menaçant d'un procès si le livre paraissait. Ah oui. Et donc c'était quand même une réaction complètement folle. En fait, il n'a pas fait, évidemment. Il n'a pas fait, bien sûr, il n'y avait aucune matière à procès, mais il a menacé. Depuis, il envoie je sais pas, alors il y a Cécile Winter qui fait un texte de 4 pages où je suis insulté, où Lanceman est insulté, où Finkielkraut est insulté, où Milner est insulté, où tout le monde est insulté, avec un ton d'une vulgarité et d'une hystérie absolument accablante. Donc c'est des réactions quand même qui montrent aussi le peu de poids, le peu de dignité, le peu de pensée qu'il y a à cela, parce que quand même ce ne sont que des réactions au fond soit de mépris, soit mais d'un mépris qui s'exprime avec une laideur, une bêtise, une laideur, une vulgarité accablante. Hystérie, je crois que le mot hystérique correspond assez bien. Voilà. Je pense qu'il y a une forme hystérique. De bêtise et de bestialité, de sauvagerie épidermique qui se nourrit à même une fureur, la fureur de l'impensé. C'est-à-dire quand on pointe qu'il y a de l'impensé chez quelqu'un, sa fureur se déclenche. Voilà. Mais moi je suis, parce que c'est pas non plus très agréable de faire ce travail, mais je suis quand même content et à vrai dire, oui, très satisfait d'avoir fait, étant donné qu'il me semble, aux réactions à la fois positives et négatives que je suscite, qu'au fond j'ai touché quelque chose qui n'était pas du tout insignifiant. Tout à fait. Alors quelle est la cohérence de vos différents ouvrages? Bon, la question juive, elle a plusieurs de vos ouvrages. Alors en fait, moi je me sens comme lecteur, quoi. C'est-à-dire qu'au fond, tous mes textes, c'est des textes de lecture. De formation, vous êtes plutôt littéraire? Oui, littéraire. Bon, mais comme tout littéraire français, c'est une formation philosophique. Par le fait, on est tous, par le biais des classes préparatoires, on fait de la philo, on continue à faire de la philosophie, puis on en fait soi-même. Et donc voilà, j'ai un mélange, une formation, mais plutôt littéraire. Et donc moi, mon travail, c'est un travail aussi de lecture des textes, et aussi bien celui de Badiou que celui de Genet. Herméneutique. Voilà, herméneutique. Voilà, je me place dans cette position-là, et dans une tradition qui finalement n'est pas loin d'une certaine pratique du judaïsme, qui est en effet de prendre le texte au sérieux et d'en voir en lui comme un monde qui a sa cohérence et dont on peut tout sortir au fond. Et voilà, c'est mon travail par rapport. Dans votre propre éducation, dans votre formation, vous avez une expérience de du tout. Non, j'ai été dans la religion chrétienne, vos parents sont juifs? Non. Du tout. Ah, c'est intéressant. Non, baptême. Non, baptême, communion. À quel moment de chez vous vient cet intérêt pour les... Alors c'est en fait les intérêts, bon, j'ai toujours été, plus ou moins quand même, toujours été intéressé, je pense comme beaucoup d'intellectuels français, c'est-à-dire que le judaïsme c'est quelque chose qui était pour moi plutôt positif. Bon, bien que comme beaucoup à une certaine époque, j'étais pro-palestinien, je sais pas, dans les 60, 76, 77. Bon. Et puis voilà, il s'est passé une chose, c'est l'année 2000, c'est la seconde intifada, où là, j'ai eu une espèce de sentiment traumatique, réellement d'une trahison des Juifs par la France. C'est-à-dire que je ne pouvais pas, j'étais donc chez moi,
Et j'écoutais comme tout le monde ces informations en boucle sur la fameuse la provocation infamante de Sharon étant allée pas des mosquées, mais du temple, le petit garçon qui avait été tué, enfin, il y avait un discours d'une haine qui me semblait. Il me semblait que la France elle avait basculé quand on n'était plus dans un pays qui était une pure machine propagande dont les Juifs et Israël étaient l'objet. Et donc j'ai pris une sorte d'angoisse pour Israël. Voilà, une sorte d'angoisse pour Israël. Je disais, voilà, si j'étais juif, je serais tellement hébété que je ne pourrais pas parler. Alors moi qui ne suis pas juif, eh bien, il faut absolument que je fasse quelque chose. Et je me rappelle, j'étais avec ma fille qui avait 1 an à l'époque, que j'étais chez moi, puis elle pleurait. Puis je l'ai assise sur son petit siège et je l'ai attaché, je lui ai dit, Anna, tais-toi, il faut l'écrire pour Israël. Et à ce moment-là, j'ai écrit le premier texte pour Israël, que j'ai reproduit dans Bref jour à Jérusalem, contre les belles âmes qui attaquaient Sharon, etc. Et puis depuis, ça ne m'a pas quitté, et sans être pour autant dans une sorte d'obsession. J'ai écrit aussi un livre, j'ai publié l'an dernier un livre sur Roland Barthes, le métier d'écrire, bon, un gros livre de 300 pages. Et... Vous avez des formations académiques aussi, non? Oui, enfin, oui, voilà. Vous êtes intéressé à la pensée de la part. Absolument, tout à fait. Donc voilà, je ne voudrais pas non plus passer pour le... Non, mais j'ai été convaincu que vous étiez juif qui aurait été quasiment naturel, voilà. de manière de s'intéresser à la... Non, voilà, au discours antisémite, alors que... Non, je ne suis pas, je viens d'ailleurs, mais il me semble d'ailleurs une sorte de rapport quand même... Bon, je pense que Foucault, enfin, c'est pour ça que je suis en train de citer Foucault, c'est que... René Char aussi, voilà, tout à fait. Il y a quelques intellectuels français ou pas, quelques écrivains, disons, qui sont sentis complices spontanément de l'État d'Israël et de la métégie. Tout à fait. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, je crois que vous vous référez à René Char et à j'ai publié d'ailleurs... à sa grandeur dans le... Voilà. Bon, je publie là... Lui, il méprisait beaucoup de Gaulle, vous savez. Voilà, absolument. C'est fait. Et je publie d'ailleurs là, entre un seuil et un René Char... Ah oui, tu vas pas je sais déjà un peu vous l'apporter. Ah oui, ça me je vous l'enverrai. Et donc, voilà, donc Char, pour moi, c'est aussi une figure très très forte, aussi bien dans ses fameuses lettres en 41-42, où il voit ce qui se passe, alors que personne ne comprend rien. Ce qui est très élevé dans la communauté des intellectuels et des écrivains français, c'est rarissime. Voilà. C'est pour ça que c'est tellement notable, c'est que très peu d'écrivains français, philosophes ou écrivains, grands écrivains évidemment, on ne parle même pas des autres, n'ont eu ce philosémitisme quasiment naturel et culturel, avec une hauteur de vue, de compréhension et de comportement évidemment, qui était absolument magnifique. Très peu, à part René Char, il y en a très peu. Il y en a pas beaucoup. Dans la pensée française, parmi les écrivains. C'est assez singulier. Ben voilà. Oui, non, c'est très intéressant. Vous voyez, on n'a même pas fait une heure et demie, mais est-ce que de quoi on pourrait... On va essayer de finir la cassette, je sais comment on peut voir où on en est. Ah bah si, elle va bientôt s'arrêter. On va terminer la cassette, il reste 1 minute de cassette. Bah voilà, alors allez-y. Une improvisation sur 1 minute. Non, ça va, moi je pense que le son sera bien. Alors, voilà, le problème, il ne faut pas non plus... Enfin, moi, c'est aussi la solitude, enfin, le fait d'être... La solitude est aussi une position très difficile à tenir. Au sein de l'université, par exemple, bon, on est là qu'on prend ces positions-là, on est tout de même seul. Et c'est pour ça que je continue. Il y a encore beaucoup d'antisionisme. Oui, voilà, ou d'incompréhension absolue. C'est-à-dire que moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est que je passe pour comme quelqu'un d'un peu allumé, si vous voulez, pour m'être investi, parce que les gens ne comprennent pas. Soit ils sont anti-Israël, de manière virulente, soit de manière banale, mais ce qui est bizarre, c'est l'incompréhension de l'enjeu. C'est ça. Ils ne comprennent pas l'enjeu qu'il y a derrière tout ça. Et au fond, j'apparais comme quelqu'un un peu agressif, alors que au fond, l'agression pour moi, elle est là-dedans, mais les gens voient très peu le caractère agressif, probablement agressif et haineux de ce livre de Badiou qui m'avait dédicacé pour Éric Marty, qui tient sur son outil des questions ici, la position adverse, ce qui est intéressant, point de suspension, signé d'un Badiou. Sans doute voulait-il avoir que je fasse un article de débat. Oui, peut-être. Mais c'est un peu grossier, alors du coup, j'ai pas voulu faire le débat, j'ai voulu faire une querelle. Et ça me paraît beaucoup plus sain de me quereller avec Badiou. C'est bien de s'appeler ça une querelle, parce qu'en effet, d'avoir un terme typiquement